Bonjour à tous, bonjour à nos 71 participants maintenant qui nous ont rejoints. On voit que ça va continuer à se connecter. D'abord, enchantée, bonjour, je m'appelle Cécile Mauvais de l'agence Idées Communes et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui qui aura pour thème le thème de l'innovation frugale dans le bâtiment. Alors, l'innovation frugale dans le bâtiment, c'est un sujet je pense, fait émerger beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. On va en parler tout au long de cette soirée. Je vais demander alors à toutes les personnes, à mes intervenants qui ont potentiellement des bruits parasites, de couper leur micro, voilà, pour que ce soit le plus confortable pour vous possible. Alors, ce webinaire, à quoi est-ce qu'il va, quel est son objectif, à quoi est-ce qu'il va servir? Je vais laisser tout à l'heure la parole à Eric Papin, conseiller en innovation chez Haddock, pour nous en dire un peu plus. Mais pour ma part, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter des éclairages sur cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire, l'innovation frugale? Concrètement, comment est-ce que ça se traduit dans les métiers de nos différents intervenants que je vais vous présenter dans quelques minutes? Et puis, quelles sont les pistes, quels sont les chantiers d'avenir sur ce sujet-là aujourd'hui au regard de leur métier aux uns et aux autres. Alors, on va pas se mentir, c'est un peu frustrant de vous savoir derrière un écran, de pas être tous ensemble dans une même salle, de pas pouvoir échanger aussi facilement qu'on peut le faire quand on est ensemble. On va quand même faire en sorte de vous proposer un maximum d'interactivité avec les moyens qu'on a. Comment est-ce qu'on vous propose d'interagir avec nous? D'abord, tout au long de l'échange, tout au long de la conférence, vous aurez peut-être des questions, des interrogations, des remarques qui vous viendront. Vous pouvez nous les partager. Vous avez normalement sur votre logiciel une petite fenêtre qui s'appelle panneau de configuration où vous avez un onglet questions. Dans cet onglet-là, questions, vous pouvez poser directement votre question, indiquer aussi à qui vous posez la question. Ce qui permettra en fait d'arriver dans une boîte qui va nous être retransmise. Donc moi, je m'en ferai le porte-parole, soit au fur et à mesure de la discussion, ça peut être en fin de discussion. En tout cas, sachez-le, vos questions ne sont pas perdues. Vous les posez, on les récupère et on les posera à nos intervenants. Donc ça, c'est la premier genre d'interactivité. Mais on a envie aussi de vous proposer un autre petit outil. On vous en proposera aussi un en conclusion. Mais d'ores et déjà, on s'est dit l'innovation frugale, ça peut peut-être faire émerger beaucoup d'idées différentes. On n'a peut-être pas tous la même vision. Et on a envie de vous proposer de créer, là, ensemble, collectivement, un nuage de mots. Alors, on va vous mettre dans le chat un lien, vous allez le recevoir dans quelques secondes, un lien sur lequel vous allez cliquer et qui va vous permettre d'arriver sur une page où on va pouvoir collectivement inscrire ce que c'est pour nous l'innovation frugale, ou en tout cas la frugalité dans le bâtiment. Alors, je vais vous montrer mon écran si c'est possible. Voilà. Hop. Vous voyez, la frugalité dans le bâtiment, pour vous, c'est. Donc, je vais vous demander si vous êtes, normalement, vous êtes 76, donc il y en a une petite partie qui va quand même participer. Je vais faire l'exercice moi-même. Pour moi, la frugalité dans le bâtiment, je vais dire que c'est la sobriété des matériaux. Donc, je vais taper sobriété des matériaux. Hop. Et donc, des matérias. Bon, ça c'est mal écrit, mais c'est pas grave. Et donc, alors moi je vais demander à mes intervenants de faire l'exercice aussi. Je vous invite les uns et les autres, si vous en êtes d'accord, à indiquer aussi pour vous, en un mot, en deux mots, c'est quoi la frugalité dans le bâtiment. On va voir un peu ce que ça évoque pour vous à l'instant T, avant d'avoir commencé à travailler, à discuter là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un peu des exemples de ce que ça vous évoque? Alors, est-ce que mes intervenants voulaient bien jouer le jeu aussi pour montrer l'exemple? Hop. Ça vous laisse pantois, on dirait. Alors, on va laisser peut-être, moi je vais le garder en fond derrière moi. Je vais reprendre l'écran de présentation. C'est pas du tout comme ça, je sais pas ce que je fais. Hop, tac, ouais, je vais reprendre l'écran de présentation. Et puis quand après quelques minutes, s'il y a des éléments qui commencent à arriver,
Il faut que je rafraîchisse mon écran, me dit-on. Hop, on va voir de suite si ça marche. Hop. Ah, eh ben oui, on commence à voir des choses. Ah ben, très bien, ça va donner des billes à nos intervenants pour interagir. Alors, si vous voyez mon écran, on voit qu'on a plusieurs contributions sur la question de la sobriété et du bon sens. Je crois que ça fait écho à ce qu'on va se dire, à la simplicité, beaucoup d'éléments sur la simplicité, sur la rénovation, le retour aux bases, la question des habitants. Hop, je vais vous remettre mon écran. Faire avec l'existant. Donc, on a voilà, des sujets beaucoup qui sortent sur la sobriété, l'usage, le fait que ce soit sain, performant, juste. Ok, donc ça nous donne quand même quelques éléments. Vous pouvez continuer si vous le souhaitez, on pourra y revenir. Mais voilà, Eric, vous voyez, ça donne déjà quelques éléments sur comment nos participants, nos auditeurs appréhendent ce sujet. Donc, sans plus attendre, je vais vous proposer d'introduire ce webinaire, de nous dire, Eric, quel est le contexte de ce webinaire. Je sais que ça s'inscrit dans quelque chose de plus large. Et qu'est-ce que vous en attendez finalement, vous, côté. Donc, Eric Papin, je rappelle, vous êtes conseiller en innovation au sein de l'agence ADOC. Donc, je vous laisse la parole. Tout à fait, merci Cécile. D'abord, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire. Nous sommes heureux de vous accueillir. Vous êtes nombreux, 78 participants pour l'instant, mais vous étiez plus d'inscrits encore, donc ça devrait continuer à se garnir. Ça montre que ce sujet suscite de l'intérêt, nous en sommes heureux. Je voudrais d'abord remercier Envirobat, avec qui nous co-organisons ces B2Build depuis 3 ans, ainsi que nos partenaires que sont Cemater, donc qui est un gros point d'entreprise dans les ENR et le bâtiment durable, le pôle de compétitivité d'Herbie, la CAPEB, Digital 113, cluster des entreprises du numérique, FIBOIS pour la filière bois, le SINOV et l'Union syndicale des architectes. Et évidemment, un grand merci à nos intervenants que vous allez avoir la chance d'écouter d'ici peu. Alors, d'abord, juste en quelques mots, c'est quoi ADOC et dans quel contexte s'inscrit cette animation? Pourquoi on s'est intéressé à ce sujet? Alors, ADOC, d'abord, c'est l'Agence régionale de développement économique de la région Occitanie. Donc, ça veut dire qu'on est mandaté par la région pour contribuer au développement économique en accompagnant les entreprises de la région dans leurs projets d'implantation, d'investissement, d'export et d'innovation. Ce sont les principaux leviers sur lesquels on intervient. Et on est cet après-midi plutôt dans le cadre de l'innovation, où notre rôle est de soutenir l'innovation dans les entreprises, et l'animation de ce type d'événement est un moyen pour nous d'essayer de dynamiser l'innovation. Et également, nous intervenons individuellement auprès des entreprises, TPE, PME, start-up, pour les aider à structurer leurs projets, autrement dit, pour les aider à passer de l'idée à un produit, une solution ou un service commercialisable, en commercialisation. Et on est là aussi pour les orienter vers les financements, parce que développer coûte et il y a des aides financières, il y a des moyens d'optimiser ces financements. Donc, on est là aussi pour apporter ce conseil. Alors, j'en viens donc à ces B2Build. Les 2 premières sessions ont eu lieu en présentiel, j'allais dire à l'ancienne. Maintenant, on espère, c'est pas courant dans l'innovation de revenir à l'ancienne, mais on espère pouvoir y revenir dès qu'on pourra, donc en présentiel. Alors pour revenir sur ces rendez-vous d'affaires, ces B2B sont en 2 temps cette année, donc sous la forme de ce webinaire, et dans une semaine, jeudi prochain, le 26, des rendez-vous d'affaires qui seront l'occasion de se rencontrer en face à face cette fois-ci, entre entreprises qui développent des solutions innovantes, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière la tête? Entre entreprises qui ont des solutions innovantes, l'idée, c'est, ça peut être, donc là, on parle de PME qui développent des solutions
des matériaux, des procédés de construction, des outils numériques, des composants de gestion, de régulation du bâtiment, des concepts d'habitat, de l'autoconsommation, des solutions de rénovation énergétique, c'est au sens très large, hein, ça touche tout ce qui concerne le bâtiment. Souvent, on est sur des briques qui méritent de s'assembler avec d'autres briques pour faire des solutions plus globales, plus directement utilisables par le client. Donc, se rencontrer, ça peut être un moyen de mutualiser ses forces, d'aller vers des solutions plus globales, aussi d'échanger sur ces problématiques. Tiens, comment moi je me suis pris comme ça avec le CSTB, j'ai eu telle difficulté, tel frein. Donc ça peut être aussi un moyen de partager ça entre vous, éventuellement de mutualiser des efforts commerciaux, pourquoi pas. Mais c'est également, quand on a lancé ces rendez-vous d'affaires, notre idée c'était aussi que ces entreprises aient l'occasion, enfin que tous les acteurs du bâtiment en fait aient l'occasion de se rencontrer. Autrement dit, également les architectes, les bureaux d'études, les collectivités qui gèrent, rénovent, construisent des bâtiments, des promoteurs, des constructeurs, parce qu'ils n'ont pas forcément, enfin, il n'existe pas forcément énormément d'occasions de mélanger tous ces intervenants. Dans le cadre de l'innovation, ce qui nous apparaît intéressant, c'est que c'est dans les deux sens. C'est à la fois pour vous, architectes ou constructeurs, voir qu'est-ce qui se développe en région, quelles sont les solutions nouvelles qui arrivent, à quoi réfléchissent ces entreprises. Et inversement, aux entreprises, c'est d'avoir un retour sur pertinent de la part de clients potentiels, d'utilisateurs potentiels, sur comment est perçu leur produit. C'est important aussi pour ces entreprises qui innovent de se confronter au marché avant qu'elles aient la possibilité de commercialiser. Voilà. Et donc c'est gagnant dans tous les sens. Donc allez-y, connectez-vous, inscrivez-vous à ces B2Build, il en est encore temps. C'est dans une semaine, c'est rapide. Le lien, vous l'avez dans l'invitation qui était la même que pour le webinaire. Ça prend 5 minutes, il suffit de se présenter, de dire quelle est notre activité et qu'est-ce qu'on recherche éventuellement. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, on n'est pas. J'entends parfois, oui, j'ai pas de projet, je recherche pas de fournisseur en ce moment. C'est pas l'objet premier. L'objet premier, c'est hors projet précis, c'est se renseigner, voir encore une fois, quelles sont les innovations et les confronter aux utilisateurs. Voilà. Et parmi les retours que vous pourriez faire, c'est non, votre système, il me paraît trop compliqué, il va être trop coûteux, il va être trop lourd à maintenir, etc. Là, on va arriver dans la frugalité, et je détaillerai pas plus puisque ça va être l'objet des tables rondes. Alors pourquoi on a choisi ce thème cette année de l'innovation frugale? C'est parce que, vous le savez, on est dans un contexte préoccupant et qui va l'être de plus en plus d'un point de vue climatique, d'un point de vue ressources de matière, d'un point de vue ressources énergétiques. Et on est probablement qu'au début de cette lourde tendance, et donc il y a un fort enjeu face à ça, de trouver, de peut-être faire autrement, y compris innover autrement. Et l'innovation frugale, on en parle, on commence à en parler dans tous les secteurs d'activité, pas que le bâtiment. Et pour être honnête, en tant qu'accompagnant dans l'innovation, c'est pas un thème sur lequel on assiste encore beaucoup, et donc on s'est dit tiens, c'est un moyen d'avancer dans ce sens-là. Voilà, et donc on souhaite que ce webinaire, à travers l'intervention, de témoignages, de retours d'expérience d'acteurs qui peuvent avoir des visions un petit peu différentes, on espère que ce soit l'occasion pour nous tous d'avoir une vision un peu plus globale sur l'innovation frugale et ses enjeux dans le bâtiment. Voilà. Merci beaucoup. Cécile, je te redonne la parole.
Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, on rappelle, inscrivez-vous à ces rendez-vous d'affaires si ce n'est pas déjà fait. Le lien se trouve dans l'invitation. Peut-être qu'on pourra vous mettre aussi le lien dans le chat, ce qui vous permettra d'être encore plus réactif pour aller vous inscrire sur ces rendez-vous qui permettent des rencontres. Un petit complément, oui, Eric? Oui, pardon, j'ai oublié de préciser, juste ces rendez-vous feront en digital. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, la veille, vous recevrez votre agenda du jour qui vous dira, ben voilà, à 10h30, vous avez rendez-vous avec tel interlocuteur. Vous aurez un lien, vous aurez juste à cliquer sur le lien. C'est très simple. Vous aurez juste à cliquer sur le lien et vous serez en visio automatiquement avec votre interlocuteur. Voilà. Parfait, parfait. Forcément, là, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les gens d'aller se connecter maintenant. Très bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, moi, j'ai envie de vous remontrer un peu où on en est parce que ça c'est à le montrer à nos intervenants aussi. Ça continue à se remplir sur le nuage de mots et je vous le dis tout de suite dans ce webinaire. L'idée, c'est d'arriver, comme je vous le disais, à des pistes aussi à dépasser qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, mais à se demander aussi qu'est-ce qu'on va faire demain, c'est quoi l'avenir, et on refera un petit temps de collaboratif avec un petit outil de ce même type en fin de conférence. Donc d'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont contribué sur le nuage de mots, on le montrera tout à l'heure. Je veux d'abord vous présenter nos intervenants parce que nous avons la chance d'avoir autour de nous 4 personnes qui représentent chacun des métiers différents et donc qui ont un regard, qui vont nous permettre d'avoir des regards croisés sur cette question de la frugalité dans le bâtiment. Alors, j'ai envie de vous présenter d'abord Jean-Christophe Acquier. Donc, vous pouvez faire un petit coucou, Jean-Christophe. Jean-Christophe est directeur de programme au sein d'ICAD. Vous développez aujourd'hui des projets qui intègrent les notions de transition et de frugalité et vous allez apporter votre regard du point de vue des métiers de la promotion immobilière avec les enjeux que vous avez en particulier et qui viennent aussi justement interpeller cette notion de frugalité avec un regard intéressant. Leslie Gonsalves, vous êtes architecte des PLG et vous êtes convaincue des enjeux de la frugalité et de la transition dans le bâtiment. Vous êtes aussi cofondatrice de 3 structures. Seuil Architecture en 2005, également une structure qui s'appelle UNA Ingénierie et qui travaille sur l'assistance à maîtrise d'usage et la transition. Et enfin, une structure qui s'appelle Lab Réalisation et qui porte des projets de promotion exemplaires. C'est en particulier au regard de votre regard d'architecte que vous intervenez ici, mais vous avez aussi ces expériences qui alimentent votre réflexion sur le sujet de la frugalité. Laurent Chauveau, il est ingénieur et bonjour Laurent, et cofondateur de la Scope Ecozimut. La Scope Ecozimut, c'est un bureau d'études thermiques qui travaille depuis plusieurs années sur le sujet de la frugalité de manière plus ou moins directe et en travaillant en particulier, mais entre autres, sur la question des matériaux et des matériaux biosourcés, du faible impact environnemental des matériaux. Et François Gendre, vous êtes architecte ingénieur et cofondateur de l'atelier architecture Arpan et de la foncière responsable Belleville. C'est notamment au regard de cette structure-là, de cette compétence-là que vous apportez votre regard. La foncière responsable Belleville, elle intègre les notions de frugalité dans vos démarches d'acquisition et de réhabilitation de bâtiments pour la revitalisation des territoires et en particulier des centres-bourgs. J'espère avoir bien résumé qui vous étiez. Et j'ai envie, en même temps que je vous pose cette première question, de vous réafficher mon écran sur le nuage de mots qui est en train de continuer à se remplir. Hop, je suis pas encore hyper forte sur la manière de... Voilà, normalement, là, vous le voyez. Et vous voyez effectivement qu'on a pas mal de mots variés. On a finalement toujours cette notion de faire avec de bon sens et de sobriété qui ressort très fort. Et qui ressort de manière variée. C'est-à-dire sobriété est écrit de d'autres manières, avec la question de l'humidité, la question du bas carbone, de la simplicité aussi qui revient, la question d'économie de ressources, de revenir à des choses, de faire avec l'existant. Voilà, je vous le laisse un petit peu le voir et le contempler. Merci beaucoup d'avoir contribué. Je trouve ça pas mal parce que ça correspond quand même bien aux échanges qu'on a pu avoir en préalable, parce que j'ai envie de commencer par le commencement avec vous. Le terme d'innovation frugale, ça peut paraître assez abstrait, un peu flou. Concrètement, pour vous, c'est quoi? De quoi il s'agit et quels en sont les enjeux?
Est-ce que peut-être, Laurent, du point de vue de tout le travail que vous menez avec Ecozimut, comment est-ce que vous le définiriez, cette notion d'innovation frugale? Alors, c'est vrai que pour nous, l'innovation frugale, ça fait partie on va dire, des bases de nos réflexions au niveau des Cosmutes, dans le sens où finalement, la frugalité, on la considère comme une façon de faire, et une façon de faire plus simple, plus naturelle, et une façon de faire avec moins, mais surtout avec moins de matériaux, avec peut-être moins de technologie, mais pas forcément avec moins de résultats. Donc, l'idée étant de retrouver du bon sens, hein. Aujourd'hui, on a eu par habitude ces dernières décennies des ajouts de technologies et de couches après couches au niveau des gestions de problématiques, on va dire. À chaque fois qu'on rencontre une problématique, on va plutôt se tourner vers des solutions techniques, technologiques pour essayer de les résoudre. Et il peut à un moment donné y avoir un retour en arrière ou y avoir une incohérence à ajouter toutes ces couches de technologie et revenir à des choses simples et des choses de bon sens peuvent fonctionner de façon tout aussi efficace en consommant beaucoup moins de matière, beaucoup moins de matériaux, beaucoup moins d'énergie et également en étant moins contraignant hein, à la maintenance sur la durée de vie des bâtiments, sur la durée de vie des systèmes techniques. Donc finalement, dans le terme innovation frugale, il y a un petit peu un contresens par rapport à certaines utilisations de l'innovation. Euh, En introduction, on l'a entendu même un petit peu, c'est-à-dire que l'innovation n'a pas l'habitude de revenir en arrière. Est-ce que finalement, c'est pas forcément de revenir en arrière, mais c'est peut-être de repenser des choses qu'on faisait avant et qu'on pourrait faire aujourd'hui différemment, mais avec une approche moins technique, moins technologique pour retrouver du bon sens dans l'utilisation des matières premières, dans l'utilisation de notre quotidien et faire aussi en sorte que finalement un maximum de personnes puissent faire plus simplement. Aujourd'hui, la technologie et la technicité de certains systèmes peut aussi exclure d'un point de vue social certaines personnes, soit à cause de problématiques économiques, soit à cause de problématiques de connaissances, d'éducation, parce qu'on va arriver vers des solutions trop complexes. Donc, nous, on va dire qu'on approche vraiment cette thématique par le fait de retrouver du bon sens. Donc, je suis très content que le terme bon sens se retrouve au milieu du tableau. Et on essaye de pratiquer ça au quotidien dans notre métier de bureau d'études thermiques, fluides, énergétiques, et de travailler sur finalement redécouvrir et retrouver le juste milieu entre la technologie, la technicité et la simplicité des matériaux naturels, des phénomènes naturels, du comportement naturel des gens aussi, hein, ça en fait partie, pour essayer de trouver le juste équilibre qui permet malgré tout de faciliter les choses, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a quand même eu des évolutions dans cette période technique qui ont été très intéressantes et nos qualités de vie aujourd'hui sont bien meilleures qu'elles pouvaient être il y a quelques décennies. Mais il faut retrouver un juste équilibre entre tout ça. Et donc, on essaie, au travers de différents projets, on rentrera peut-être un peu dans les détails, dans les exemples tout à l'heure, d'apporter cette vision. Donc, si je résume, la frugalité dans le bâtiment, c'est faire aussi bien, voire mieux, mais avec moins, en fait, avec moins et avec plus simple, ce que j'entends. C'est un petit peu ça. Alors, ça peut demander finalement plus de réflexion, parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut croire, on a plus de mal à justifier techniquement et par des calculs certains phénomènes naturels que justifier certains systèmes techniques. Et il ne faut pas se mentir, il y a certaines solutions techniques qui sont mises par simplicité, parce qu'aujourd'hui, aller justifier un débit de ventilation quand on est en ventilation naturelle, par les phénomènes naturels qui s'équilibrent et qui sont en permanence dynamiques, on a plus de complexité que de finalement dimensionner une VMC dont le débit va être constant en permanence ou va être régulé dans une plage qu'on connaît et qu'on maîtrise bien. Donc finalement, l'utilisation de moins de techniques et de technologies, c'est une simplicité de fonctionnement et d'usage, mais qui n'est pas forcément une simplicité de réflexion et de conception. Et on pense qu'il y a beaucoup de choses à gagner on va dire, en s'élevant tous ensemble au niveau de nos connaissances intellectuelles et techniques et scientifiques pour utiliser mieux et à meilleur escient les phénomènes naturels et les matériaux naturels, là où aujourd'hui on se simplifie la tâche en consommant de l'énergie, en créant des matériaux, des systèmes techniques qui vont ensuite être contraignants de consommation d'énergie, de création de déchets, de création d'entretien, etc.
Tout à fait, je vois dans les mots qui sont ressortis, ça fait le lien avec ce que vient de dire Laurent. On voit aussi la question de travailler avec l'existant, la question de revenir aussi à une forme de bon sens qui se fait aussi écho à l'histoire de la construction, de la rénovation. François Jean, je crois que c'est quelque chose qui est important. Déjà, la notion de frugalité, c'est un peu l'ADN de la foncière, ne serait-ce que dans l'approche. Mais vous évoquiez aussi cette question-là de dire, voilà, peut-être revisiter aussi l'histoire de la construction et du bâtiment en allant voir peut-être qu'il ne fallait pas mettre tous à la trappe, quoi, qu'il ne faut pas mettre tous à la trappe. Oui, exactement. Oui. Bonjour à tout le monde. C'est vrai qu'à l'origine des réflexions sur Belleville, il y a eu cette question de se dire finalement comment est-ce qu'on peut maîtriser au mieux les impacts qu'on connaît tous autour de cette table du secteur du bâtiment sur l'environnement, sur les consommations au sens large de matériaux d'énergie. Et finalement, dans les choix, dans les partis pris qu'on a fait dès le départ, on s'est dit que la façon la plus efficace finalement de maîtriser ces impacts-là, c'était de faire avec ce qui était déjà là, plutôt que de construire du neuf. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas du tout, mais en tout cas, d'essayer de se concentrer. Notre façon de voir la frugalité, c'était de dire, concentrons-nous sur ce qui est déjà là, essayons de le réactiver, de lui redonner vie. On dépensera toujours moins d'énergie que si on vient construire du neuf, artificialiser des terres, créer de nouveaux réseaux, etc. Donc ça, c'était un premier parti pris, et c'est pas de l'innovation, parce que finalement, réhabiliter les bâtiments, beaucoup de monde le fait, mais on ne l'a pas fait d'abord par amour du patrimoine ou par amour de la pierre, etc. Mais vraiment, je pense que c'est cette notion de frugalité qui a guidé ce choix fort de parti pris de la foncière. Et c'est peut-être là où c'est intéressant de s'apercevoir que finalement, la prise de conscience de ces notions-là peut entraîner des choix d'entreprise, des choix forts d'entreprise. Donc les enjeux pour nous, en s'intéressant à l'existant, c'était effectivement, comme vous disiez, c'était d'aussi avoir l'humilité de regarder en fait ce qui a été fait, de regarder les qualités de ces bâtiments qui existent depuis des centaines d'années dans les centres anciens, dans les centres de petites villes, de villes moyennes, qui fonctionnent pour le coup extrêmement bien, qui sont résilients par nature finalement, et qui ont traversé les décennies et les siècles sans aucune assistance artificielle, de système actif qu'on met dans tous les bâtiments neufs actuellement. Et l'enjeu, c'est d'arriver à s'en inspirer et d'arriver à comprendre, comme disait Laurent, avoir une connaissance de plus en plus fine des phénomènes naturels qui font que ces bâtiments-là ont les qualités qu'on leur connaît. Mais il ne faut pas non plus se cacher, et je pense que Laurent l'a très bien dit, qu'on n'y vivait peut-être pas aussi bien que les normes de confort actuelles auxquelles on s'est habitué. Donc il y a effectivement cet enjeu à trouver l'équilibre, c'est un très bon mot, quoi. C'est trouver le bon équilibre entre les interventions qu'on peut faire sur ces bâtis existants pour avoir un confort optimal, mais tout en conservant les bénéfices de leur qualité, on va dire, leur qualité constructive existante, quoi. Donc l'enjeu, c'est de travailler pour nous, c'était de travailler sur ce volet-là, mais qui a trait finalement au monde physique, au monde du bâtiment physique. Mais il y a aussi, on pense, un fort enjeu à travailler sur un côté beaucoup plus finalement sensible du monde bâti. Et finalement, la frugalité, c'est aussi peut-être avoir une approche sensible et de savoir vivre dans des bâtiments en étant conscient finalement de leur fonctionnement, de notre façon d'agir à l'intérieur de ces bâtiments-là, et finalement d'être quelque part des occupants actifs des bâtiments dans lesquels on vit. C'est-à-dire que on a perdu un peu, je pense, ces notions. Les bâtiments sont tellement autonomes, fonctionnent tellement bien par eux-mêmes avec les couches technologiques qu'on y a ajoutées. On a peut-être perdu un petit peu cette connaissance qu'on avait peut-être avant sur ces façons d'habiter et ces façons de aussi
considérer la notion de confort. C'est-à-dire que peut-être qu'il ne fait pas, qu'on ne vit pas à 21 degrés dans l'ensemble du bâtiment, et peut-être qu'il y a des zones plus chaudes, il y a des zones plus froides, etc. Toute cette couche sensible, finalement, et notre rapport au confort, c'est peut-être si on essaye de retravailler dessus, et c'est peut-être ça qui peut avoir un impact le plus fort sur la maîtrise, finalement, de nos consommations. Et ça, c'est une notion, finalement, qui est beaucoup plus difficile à travailler parce qu'on ne touche pas directement à de la matière, à des systèmes, mais on essaye de travailler dessus en travaillant avec les futurs occupants, avec les futurs exploitants, et en tant que foncière, donc on exploite les bâtiments qu'on porte, et donc tout ça, c'est une approche, je pense, vers laquelle il faut qu'on arrive à évoluer aussi. C'est vrai qu'il y a la question, on le voyait ressortir aussi dans le nuage de moule, c'est au-delà de la technique, on arrive sur de l'humain, sur un enjeu, sur une question humaine, hein, de l'occupation des bâtiments. Et c'est d'ailleurs la question qui nous a amené après, parce que vous allez le voir, et je le redis, j'en profite pour vous redire, chers auditeurs, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Quand il y a une question qui vous vient par rapport aux interventions qui sont faites, n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse les relayer. Avant de passer sur cette question suivante, quand même, parce qu'on va traiter les écueils aussi, hein. On ne va pas avoir une vision bisounours de ce que c'est que l'innovation frugale. On va aussi dire qu'il y a des choses qui sont complexes, compliquées. Mais j'ai quand même envie d'interroger Leslie et Jean-Christophe, le regard d'architecte notamment, sur ce qu'on vient de se dire, sur ce qu'est la frugalité, sur peut-être ce qu'a pu vous évoquer, les mots-clés qui ont été, qui sont remontés dans le nuage de mots. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que ça vous conforte dans dans ce qui fait pour vous la frugalité dans le bâtiment? Bon, je commence, Jean-Christophe. Bonjour à tous. Effectivement, quand je vois l'ensemble des termes qui sont utilisés, il n'y a pas photo. Tout le monde a pris conscience finalement des enjeux. Tout y est, la simplicité, le bon sens. On se re-questionne sur les normes. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi, juste ce qu'il faut. Donc, et moi, je suis assez raccord avec ce qui s'est dit, et je retiens notamment ce qu'a dit Laurent. Je me le suis noté, et je crois fortement à ça, mais c'était très bien expliqué. Moins de techniques, on augmente la conception et effectivement la réflexion. Je suis tout à fait d'accord. Et on baisse la maintenance et les coûts. Donc, c'est vraiment la bonne logique qu'il faut opérer dans une notion un peu économique, faisant en sorte de faire quelque chose de plus écologique qui aboutit à quelque chose de plus économique. Ouais, Jean-Christophe, j'ai envie de vous interroger aussi sur votre regard à vous, et notamment sur justement cette question de l'usager et de l'usager final, parce que c'est un des éléments, un des principaux écueils qu'on a fait émerger, c'est que en vérité aujourd'hui ça constitue pas l'innovation frugale une demande des gens qui vont vivre, habiter, travailler dans ces bâtiments. J'ai envie de vous poser la question, voilà, pour vous c'est quoi cette notion de frugalité, et qu'est-ce que vous voyez vous avec votre regard de directeur de programme au sein du cadre d'un promoteur immobilier. Oui, mais bonsoir à tous. Déjà, je suis assez d'accord globalement, puisque bon, on est tous d'accord, il faut faire un geste pour la planète, et la frugalité, ça va être un peu ça, même beaucoup ça. Et je reparlerai à ma conclusion, ce sera intéressant. Mais surtout le regard que moi je vais apporter, parce que j'ai pas un regard que de technique, on va dire, comme peut l'avoir François avec la foncière, qui est sur l'usage et sur l'utilisation de son bâtiment à long terme. Nous, on a aussi le regard de qu'attend le client. Et toute la question elle est là. Qu'est-ce qu'on peut lui amener? Comment il est sensibilisé à ça? Alors je vais être un peu trash, c'est ma façon d'être. Soyons clairs, aujourd'hui le client n'attend rien. La frugalité est très loin de lui. Le BBC, il doit à peu près intégré. Je te dois parler à tout le monde, le bâtiment basse consommation. Qui est des panneaux solaires aussi, c'est joli, ça brille, on le voit, on comprend ce que c'est. Mais réfléchir à ces sujets-là sont très très loin. On a un exemple qui est très concret, puisqu'avec Leslie, on fait un projet un peu atypique en ce moment sur Toulouse, qui est un projet en bois, qui s'appelle la Canopée ou Dart. On fait un bâtiment de 13 mètres carrés de plancher en bois, R+10. Enfin, c'est un des trois
3 bâtiments nationaux les plus avancés sur ce sujet-là. Et le nombre de clients qui ont acheté pour le bois, c'est moins de 5%. Sur 137 logements, autant vous dire que c'est peanuts. Donc ce n'est pas un argument pour un promoteur comme nous, un argument de vente. C'est un constat après l'achat, mais c'est pas ce qui fait venir pour l'achat. Ce qui fait venir, et c'est un peu ce qui nous blesse, hein, et c'est malheureux parce qu'on peut faire tous les efforts du monde, ça prend pas. C'est le lieu et le lieu. On le voit que si vous regardez un animateur qui est très connu à la télé sur la 6, il commence par quoi? Le lieu, et après il essaie d'orienter ses clients. Donc c'est malheureux. Le lieu, le prix, comment je vis dedans. La menuiserie extérieure, qu'elle soit en PVC, en alu ou en bois, c'est le dernier à la fin. C'est un des arguments, mais ça vient vraiment à la fin, quoi. C'est pas ça qui intéresse. Donc, quand on se dit ça, c'est comment on fait pour déjà commencer à faire quelque chose de frugal, avec quels moyens? Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un prix, un coût de construction et beaucoup de personnes à payer autour. Il faut imaginer que quand on construit pour 1 euro aujourd'hui, on revend 2,50 €. 1 mètre carré, c'est revendu 2,50 €. Donc, si on construit pour 100 000 euros, c'est 250 000 euros. Et ça donne un peu une échelle de ce que ça représente. Pourquoi? Parce que dedans, il y a le prix d'un terrain pour avoir le bon lieu. Il y a des prestations, puisqu'on nous demande aussi certaines prestations pour être aux normes, on va dire, et standards. Et on parlait de technologie, mais aujourd'hui, on est tous habitués à cette chose-là. Et on ne sait plus vivre sans, d'ailleurs. C'est notre magnétoscope, notre téléphone, notre appareil photo. Et la technologie simplifiée est notre quotidien. Et la frugalité, on fait tout l'inverse, entre guillemets. C'est un peu l'idée. Donc, c'est retrouver du bon sens. Je vais vous dire, j'aurais du mal aujourd'hui à mettre à la vente un projet sans volet roulant électrique. C'est quand même extraordinaire. Alors qu'un volet bois, ça peut être quelque chose manuel de très très bien. Donc, il faut qu'on le travaille. Et c'est là où je rejoins, c'est il faut écouter nos clients, il faut pouvoir communiquer avec eux. Et c'est quelque chose que nous, on a oublié pendant des années en tant que promoteur, puisqu'on a toujours cru qu'on avait le bon message et on avait raison. Donc, ce qu'on fait, c'est ce que veut le client. C'est un peu ce que je suis en train de vous dire. Mais peut-être que c'est faux. Et il faut qu'on échange. Et là, avec Leslie, le projet de la cartoucherie, on innove un nouveau parcours qui n'est pas tourné autour de choix de son logement, la peinture et autres. C'est de réunir les acquéreurs qui ont acquis en défiscalisation, donc un plus pur produit financier ou en résidence principale, puisqu'on a la chance d'avoir les deux et on a des bonnes quantités de primétrie d'accession à la propriété. D'ailleurs, ces ateliers, moi j'avais peur qu'on ait 2 personnes qui viennent. Au final, on a eu, je crois, 15 ou 16 familles qui sont venues. Moi, j'ai été ébahi et c'est toujours un très bon moment pour être avec eux. Et on discute des sujets. On discute des sujets sur l'architecte peut présenter son projet aux personnes qui l'ont acheté, chose qu'il ne fait jamais. Enfin, Leslie, tu peux me dire que j'ai tort ou pas, mais c'est assez rare. Le paysagiste est venu en parler, l'entreprise qui fait le projet bois en parle, et donc on peut échanger et avoir un retour de ça. Et je pense que ça va être intéressant pour nous d'avoir ça pour demain, chercher à l'expliquer et le vendre. Je vais vous donner un autre exemple, c'est en plein centre-ville de Toulouse, au chalet, avec Leslie d'ailleurs. On avait répondu à un concours en 2017 où on avait pris le pari, et c'était très frugal, de ne pas creuser un sous-sol, de ne pas mettre de stationnement, et de mettre la place du vélo comme étant une priorité. C'est-à-dire en ascenseur, on monte, on gare son vélo à l'étage et on oublie la voiture. Bon, on n'a pas gagné le concours. Je peux vous dire qu'on le refait aujourd'hui, on gagne. Et on voit que les mentalités changent grâce à quoi? Aujourd'hui, c'est la population qui fait bouger les lignes, puisque Greta n'existait pas quand on a fait ce projet-là. Elle est arrivée 1 an après ou 2 ans. Enfin, je fais exprès d'avoir les messages forts. Et le politique ne s'y intéressait pas. Et on a vu que les élections qu'on a vécues pendant le confinement très complexes ont tourné autour du vert, puisque beaucoup de municipalités ont tourné. Les gilets jaunes qui avaient une volonté à la base ont un peu évolué et ont amené aussi un autre discours. Donc on sent qu'il y a un intérêt vers ces sujets-là, mais sans perdre son droit à sa société de consommation, puisqu'on est une civilisation de consommation et de loisirs en ce moment, et comment on va vers une civilisation de frugalité. Et c'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et je pense qu'on va avoir besoin, malgré tout, en tant que promoteur et que foncière, d'injecter des fonds à perte. Parce que je peux vous dire que Woodart, on n'est pas du tout rentable comme d'habitude. Et c'est pas la fonction d'une société de ne pas être rentable. Parce que je pense qu'autour de la table, il n'y a personne qui n'a pas envie d'être rentable. Et même autour de la conférence. Donc, il va falloir qu'on prenne des paris et qu'on le tente. Moi, par exemple, un premier retour sur un projet bois qui est sur le carbone et sur ces sujets-là, c'est de dire tout l'argent qu'on a investi et qu'on aura moins gagné, puisqu'on en gagne quand même, hein, on perd pas je veux pas faire pleurer tout le monde autour de la conférence, c'est de dire cet investissement-là, on l'a fait pour nous, en temps d'expérience,
mais on n'a pas peur de le faire partager à tout le monde en faisant visiter à nos confrères, etc. Mais l'entreprise et l'architecte et tous les concepteurs qui sont autour vont bénéficier de cette expertise pour le faire vivre aux autres. Et c'est ça qui est génial et c'est ce qu'il va falloir qu'on arrive à faire ensemble pour le bien du client. Et le client, il nous suivra. Je donnerai un autre exemple un peu plus tard autour de ces sujets-là. Et effectivement, ça fait bien le lien. J'ai envie de vous interroger, Leslie, et j'en profite pour faire remonter une question qui arrive par le chat. Qui s'adresse à l'architecte, qui dit en fait finalement est-ce que c'est pas aussi un problème, et ça va être en lien, on va se poser la question de comment est-ce qu'on embarque les gens dans ces sujets-là, mais il y a une question qui renverse le sujet, qui dit est-ce que l'impossibilité de dialoguer pour les clients avec les concepteurs n'est pas en soi un problème majeur. On me dit même que les architectes sont encore des mandarins, je sais pas ce que ça veut dire, mais mais en tout cas je sais pas, mais il y a cette question-là du dialogue entre les personnes, les usagers finaux et les architectes, les concepteurs. Il y a ce sujet-là peut-être un peu derrière sur comment est-ce qu'on embarque ces gens-là. Alors, justement, pour faire le lien avec la question et ce que disait Jean-Christophe, c'est vrai que j'ai fait un webinaire avec Eden Promotion, au Green Solution Awards, et ce promoteur, j'en ai parlé l'autre jour, il est très investi dans ses productions de logements, et à tel point qu'il y dort la veille de la réception pour vérifier que tout est opératif. Et il s'est investi à 100% sur le fait que les futurs habitants auraient une facture énergétique quasiment égale à 0. Et il y a donné tout son âme. Et un petit peu le retour et la douche froide qu'il a eu, ce que peut en dire un peu Jean-Christophe aussi, c'est cette idée que finalement, quand les habitants arrivent pour vérifier leur logement, tout ce qu'ils voient, c'est la peinture pas finie, etc. Mais au-delà de ces exigences et de finalement, c'est comment est-ce qu'on arrive à donner aussi l'opportunité, la possibilité aux habitants de se rendre compte de la démarche. Et effectivement, je rejoins, alors, je ne sais pas si nous, on est des mandarins, en tout cas chez Seuil Architecture, puisque nous, on participe au contraire avec, on a au sein de nos équipes un assistant à maîtrise d'usage, on fait de l'habitat participatif et on met en place, et ça, ce qui est intéressant, c'est pas seulement sur l'habitat participatif, des ateliers pour essayer de comprendre véritablement les usagers, de mettre en place un système de travail et de cohésion sur la co-conception des espaces, que ce soit pour des usines, on l'a déjà fait, pour un lycée, on l'a déjà fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi tout ce qui est sièges sociaux, bureaux. Donc, en fait, dans plein de types de bâtiments, on a cette possibilité de créer ce lien avec les futurs habitants. Ce qui est très intéressant aussi, j'ai échangé avec pas mal de confrères architectes qui s'intéressent énormément à l'usage et qui envisagent dans leur bâtiment et dans leur logement des cellules adaptées où on peut moduler, etc. En fait, moi, je suis revenue un peu de ça. En ayant fait de l'habitat participatif, on ne peut pas imaginer ce que les habitants ont besoin. C'est impossible. Moi, ils m'ont fait faire des trucs de dingue. J'ai fait 17 logements sur mesure, superposés, pour Abricop. Et il y en avait un, il a utilisé sa salle de séjour pour pouvoir faire en fait un système de kitboxing hindou. L'autre, il avait sa télé qui était à moitié dans la chambre et à moitié dans le séjour. En fait, on avait des choses complètement, on pourrait dire farfelues sur la norme classique. Alors peut-être qu'eux sont un peu plus farfelus vu la typologie d'habitants très engagés, mais en tout cas, on ne peut pas tout envisager. Et le fait de travailler en amont avec eux, de leur laisser la place, oui, je crois que c'est une solution, en tout cas pour arriver à la fois à mieux comprendre ce qu'ils attendent et à la fois aussi peut-être pour pouvoir faire évoluer les solutions. Et après, la dernière notion peut-être qui me semble importante, et aussi c'est une de nos responsabilités, un de nos rôles, c'est de faire en sorte, par le design et par l'architecture, par l'esthétique, de rendre les lieux agréables et surtout donner et susciter l'envie. Par exemple, aujourd'hui, un de nos challenges à l'agence, c'est de faire en sorte que des murs de terre crue, finalement, soient la vogue et que tout le monde ait envie, finalement, de s'y mettre. Alors, pas forcément que sur de l'individuel, oui, mais commençons peut-être par là, commençons dans des équipements publics, etc. Et traitons les sujets d'un matériau aussi exceptionnel que la terre crue,
qui existe depuis des années, qui est complètement réemployable, qui a une inertie très intéressante. Enfin, si on fait la liste, il n'y a quasiment pas de contraintes à la terre crue et c'est quelque chose que l'on n'utilise plus. C'est ce que disait Laurent. Revenons peut-être à ce qui existait avant et donnons-nous le temps finalement de nous réapproprier ce savoir-faire. J'en profite, on fait évoluer un peu le film en discussion avec les questions qui viennent et qui interrogent la technique, on va dire. Il y a deux questions qui peuvent se rapprocher. La première était autour des maquettes numériques et du BIM. Alors ça peut paraître paradoxal, mais est-ce que les maquettes numériques et le BIM peuvent permettre de favoriser la frugalité? Et il y a une autre question qui peut être liée sur la question des est-ce que faire plus d'études de conception pour faire du low-tech, est-ce que ça coûte plus cher en BE s'il y a moins de systèmes à dimensionner? Je pense qu'il y a cette question-là, en fait, est-ce que faire du low-tech, c'est plus simple, quoi? Et est-ce que ces outils techniques type BIM, maquette numérique, etc., sont de bons outils pour ça, ou au contraire, justement, il faut aussi se détacher de ça? Je ne sais pas si c'est les styles, peut-être Laurent ou Jean-Christophe, vous voulez. Juste faire un relais avant de passer la parole à Laurent, c'est de dire, et c'est pour faire un constat en tant que maître d'ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, la part des BE, depuis que je commence, ça fait 15 ans que la maîtrise d'ouvrage devient vraiment professionnelle, la part des BE a été multipliée par 3. Donc on voit qu'on met beaucoup plus de matière grise pour faire un bâtiment. Et est-ce que le low-tech aussi vient pas avec ce que va nous dire Laurent, mais plus, on met plus partout pour moins à la fin. Donc il faudra qu'on trouve un moment ou un autre la bonne équation de ce côté-là. Et moi c'est pour ça que ça m'intéresse aujourd'hui parce qu'on échange ensemble avec nos visions diverses et ça risque d'amener des réponses et je trouve ça bien. Alors oui, moi, pour répondre alors un peu aux questions et puis pour répondre à Jean-Christophe, sur finalement, est-ce que c'est plus simple en BE de travailler sur des solutions low-tech que sur des solutions high-tech? Pas forcément. Mais par contre, il y a une réalité qu'il y a plus de chances sur des solutions high-tech qu'il y ait des difficultés à la mise en œuvre, à la mise en service et au fonctionnement sur la durée de vie du bâtiment que sur des solutions low-tech, si on part de la base que les deux solutions initialement sont bien conçues. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a aussi des problématiques de temps, de cadence, d'exigence au niveau des productions de bâtiments, au niveau des sorties de bâtiments, principalement pour des raisons économiques et pour des raisons d'organisation économique. Ce n'est pas des choses qui sont ancrées dans le marbre, c'est des habitudes qui sont prises dans le fonctionnement et le montage des modèles économiques aujourd'hui, de la construction, de la promotion. Et il est aussi peut-être temps qu'on travaille sur la question de temporalité, avec les occupants, avec les usagers. Leslie pourra sûrement en témoigner, les projets participatifs sont souvent des projets qui sont un petit peu plus longs parce qu'il y a du temps d'échange, parce qu'il y a du temps aussi d'appropriation des choses. Les usagers ont aussi besoin d'avoir du temps d'appropriation, du temps de compréhension des différents sujets. Et donc, aujourd'hui, je dirais que malheureusement, effectivement, la part des BE en conception a augmenté en termes de coûts, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la part des BE a augmenté. Pourquoi? Parce que la quantité de normes, de contraintes, de conception de bâtiments ont augmenté. Et aujourd'hui, il y a une part importante des BE dans la conception pour vérifier les normes et pas pour concevoir correctement. Et donc, à la fois dans la méthode de travail et dans la réponse et dans l'habitude de travail des BE, c'est mon propre métier et je le remets aussi en cause parce que je pense qu'il y a aussi un enjeu des bureaux d'études à travailler un petit peu différemment et à apporter une vision un petit peu différente. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on est en BE, prendre une solution industrielle, technique qui est déjà plus ou moins préconçue et sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur le fabricant pour prédimensionner le système, on devient un intermédiaire commercial entre des prescripteurs industriels et une réponse à un projet. Finalement, qu'un maître d'ouvrage paye ce service-là, on peut se demander finalement la vraie plus-value voilà, d'un bureau d'études. Aujourd'hui, un bureau d'études se doit de mieux travailler la conception avec les architectes, avec les maîtres d'ouvrage. Et il faut potentiellement un peu plus de temps, je pense, dans ces phases de conception pour bien faire ces sujets-là. La question du BIM,
je dirais que c'est une question qui, pour moi, a deux réponses. C'est-à-dire que si le BIM est mis à l'usage du travail collaboratif de l'équipe de maîtrise d'œuvre, de l'équipe de maîtrise d'ouvrage au sein d'un projet pour finalement avoir une meilleure coordination, avoir un meilleur échange, il y a de l'intérêt à faire ça. Si la question du BIM est uniquement pour pouvoir avoir une maquette numérique qui est jolie et qui va apporter une vision numérique, donc une vision un peu future, ok, on sait dessiner des bâtiments en 3D, on sait anticiper des pannes, etc. Mais où le mainteneur qui demain va devoir aller sur chantier n'a pas la maîtrise de cet outil, n'a pas la maîtrise finalement des informations qui lui sont retransmises, etc. L'intérêt est totalement dévié et totalement annihilé. Donc, il faut être très vigilant sur l'utilisation des outils numériques. Et je dirais que nous, il y a beaucoup de sujets pour lesquels on repart sur une feuille Excel qui est un peu notre cahier de dessin, quoi, côté ingénieur. Et on retravaille à partir de ça pour refaire des choses simples. Et aussi pour éviter des logiciels sur lesquels, derrière, on n'a pas accès aux modèles de calcul, aux moteurs de calcul, qui sont des fois incomplets, qui sont des fois pas. Donc, il faut être très vigilant finalement sur le numérique, savoir l'utiliser à bon escient. Et je dirais que moi, ma vision des choses, c'est qu'un bon concepteur, c'est un bon artisan, c'est-à-dire qu'un bon artisan, s'il maîtrise bien ses outils, s'il connaît bien son domaine, il est bon. Un bon concepteur qui aujourd'hui ne sait pas utiliser ses outils ou ne connaît pas les limites de ses outils, va pouvoir faire un peu de tout et n'importe quoi avec. Et donc, il faut éviter que la multiplication des actions, des interventions des ingénieurs soit simplement pour répondre à une multiplicité de normes qui ne sont pas toujours cohérentes avec une vision de bon sens, avec une vision de simplicité et qui peuvent amener, quand on compile juste des réponses à des normes, à des malfaçons ou à des conceptions qui ne sont pas cohérentes et qui ne sont pas efficaces. Oui, ce que j'entends, c'est que les savoirs, finalement, les savoir-faire et les entre guillemets surcoûts, ils portent presque plus sur la dimension humaine en fait, il faut revenir à de l'humain, de l'intelligence humaine aussi, et de l'échange et du partage pour que ce soit. Et je pense, enfin, je dis ça parce que ça me fait écho aussi, François, sur la dimension réhabilitation. On a des usagers parfois qui sont là. Et est-ce que ça vous fait écho, ça aussi, à la fois sur ce côté? C'est aujourd'hui pas forcément une demande et il y a un décalage, une sorte de déphasage quelque part entre les demandes en termes de frugalité et ce qu'on sait qu'il faut faire aujourd'hui. Et peut-être quelque part sur cette question, voilà, de quels impacts ça a sur la conception d'un projet de réhabilitation. Parce que vous, c'est plutôt ça votre spécialité avec la foncière, quoi. Oui, j'avais coupé le micro. Oui, évidemment, il y a un décalage qui est aujourd'hui évident entre les enjeux qu'on peut porter autour de cette table parmi les acteurs du bâtiment engagés et les attentes, mais c'est exactement ce que disait Jean-Christophe, et les attentes, on va dire, du grand public. Et du coup, dans ce laps de temps-là, dans ce déphasage-là, il faut arriver pour autant à porter ces ambitions-là, à arriver à les faire naître. Et ça, c'est pas forcément toujours évident parce que derrière, il y a une réalité économique. Ouais. Encore aujourd'hui, c'est peut-être des solutions qui présentent des surcoûts et qui sont pas évidents forcément à absorber, mais je pense que c'est vraiment une temporalité qui est assez courte en fait dans l'histoire. Et ça coince un peu, on a des rentabilités qui sont moins bonnes, mais ça, bon, Belleville, c'est effectivement, c'est des questions qui ne sont pas évidentes à traiter, mais en même temps, c'est une forme d'investissement, et Jean-Christophe l'a très bien dit, c'est on investit aussi en croyant que les comportements individuels vont changer, la prise de conscience générale va évoluer, et on espère le plus rapidement possible. Bon, sur ça, on n'a pas une visibilité énorme, mais on a quand même tous envie d'y croire, et que finalement, tout ça va pouvoir rentrer dans les normes et dans la prise de conscience collective de ces enjeux-là. Et finalement, une fois qu'on est arrivé à ça, les surcoûts d'aujourd'hui, demain ne seront peut-être plus des surcoûts.
le surplus d'ingénierie qu'on développe aujourd'hui ne va pas continuer à augmenter si on normalise finalement, si on revient à une forme si on normalise, en fait, c'est façon de fabriquer les projets, quoi. Ça fait complètement écho en plus aux questions qui sont posées. Je vois Jean-Christophe qui complète très bien, c'est ça, sur ce qui vient d'être dit. Mais je te laisse poser les questions si tu veux. Je peux compléter, mais tu peux lire les questions si tu veux. Ouais, mais ça complétera ce que viennent de dire François et Laurent. Et ouais, parce que je trouve que nos auditeurs, ils sont au top parce qu'ils nous posent les questions que j'allais vous poser dans quelques secondes. Sur la question justement de la réglementation, on a comme question, en gros, est-ce qu'on avance quoi, côté réglementation? Il y avait une question qui était adressée à Laurent, mais en vrai, ça porte aussi sur les autres. C'est comment concrètement on peut valoriser ces notions frugales dans les études, là en l'occurrence thermique, mais plus globalement dans la réglementation, qui ont plutôt tendance à mettre l'accent sur la high-tech. Est-ce qu'on ça bouge de ce côté-là? Est-ce que comment on fait quoi pour détourner ces normes ou pour contourner en tout cas les contraintes réglementaires? Parce que ça, c'est un vrai écueil que vous avez tous relevé aussi, de dire, voilà, c'est complexe quand même de faire de la frugalité dans ce contexte-là. C'est exactement ce dont j'allais parler. C'est marrant parce que justement, c'est un peu ce qu'on a rencontré avec Leslie, parce que vraiment, le projet en bois, ça a été assez complexe, et c'est de se dire, toutes ces normes nous contraignent et nous empêchent aussi d'avancer et nous donnent pas de liberté. Donc déjà, je redirais là le temps passé, et je suis complètement d'accord avec Laurent et enfin tout le monde d'ailleurs, mais c'est un engagement. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un engagement fort et qu'on le porte, on atteindra nos objectifs. Mais souvent l'engagement, il tient à 2-3 personnes sur un projet. Et après, il se démultipliera. Et je peux en parler parce que Leslie y passe énormément de temps. Nous, on y a passé énormément de temps et d'énergie. On en passe encore. Mais pas que nous, parce qu'on n'est que nous deux. C'est toute l'équipe qui est comme ça. Et justement, sur les normes, un projet bois, quand on l'a commencé de cette ampleur-là, il n'y en avait pas de règles. C'est-à-dire qu'au feu, on savait même pas comment on tenait ce bâtiment-là. Ça a été tellement poussé qu'on a fait les fondations et on avait bâti le sous-sol. On n'avait pas encore la descente de charge de ce qui se passait sur 10 étages au-dessus. Donc, pour dire que c'est dangereux. Et on a commencé à travailler le projet par l'engagement fort d'une équipe au moment du concours. C'est énorme. Et un engagement de la part du maître d'ouvrage de dire, on prend le pari d'aller avec eux alors que c'était peut-être les moins solides financièrement, je veux dire, en conception-réalisation. Et pour revenir à tout ça, c'est qu'on a choisi. Ouais, l'entreprise. Oui, excuse-moi, je mets le groupement en fait ensemble. Tu as raison, excuse-moi, je simplifie un peu les choses. T'as raison. Par l'entreprise qui est une PME en fait, porter un projet à 20 millions de cette ampleur-là, c'est complexe. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour soulager un peu tout le monde vis-à-vis de ces normes? On a cherché le bureau de contrôle qui nous accompagnerait sur ce projet-là sans ATEX, qu'avec des avis de chantier. Et ça a été une des bases de la réussite aujourd'hui, puisque le bureau de contrôle, moi, je l'ai jamais vu autant sur une opération que celle-là. Il en a compté les scotch qu'on met pour la perméabilité à l'air. J'exagère, mais c'est quasi ça quand même, parce qu'on a quelqu'un de passionné en face. Donc, c'est l'engagement. Et je pense que c'est comme ça qu'on fera changer. Ouais, est-ce que tu peux préciser, parce que peut-être que pour tout le monde, c'est pas clair quand tu dis, ouais, on a fait ça juste sur avis de chantier. Est-ce que ça veut dire que concrètement, Oui. sur un projet comme celui-là, on n'est pas obligé d'être complètement dans les clous des TU, on peut détourner ça, on a le droit? Est-ce que tu peux nous dire un mot pour que ce soit clair pour tout le monde? Alors, je vais le dire avec mes mots de maître d'ouvrage. Vous m'excuserez pour les très, très techniciens et très aboutis qui sont autour du webinaire. Mais en gros, il y a plusieurs étapes. Il y a le DTU, qui est la direction, c'est la base, c'est la règle, elle est écrite, qui nous permet de construire sur la base de ces règles-là. Après, vous avez l'ATEX qui sort du DTU et qui va nous permettre de construire, mais qui demande du temps, de l'argent et de l'engagement du fournisseur. Il y a des ATEX de type A et B qui appartiennent à l'entreprise ou qui sont spécialisés pour une pose sur le chantier. Et il y a l'avis de chantier où on fait un mixte un peu de tous ces éléments-là et le bureau de contrôle dit, ben moi je m'engage parce que j'ai vu ça, je certifie ça, j'engage que ça fonctionnera et j'ai pas besoin d'ATEX ni de DTU. Entre guillemets, je le fais simple, je pense que je fais sauter certaines personnes derrière leur ordinateur, mais en gros c'est ça. Ce qui veut dire qu'il y a un engagement fort du bureau de contrôle qui nous permet d'assurer le bâtiment, parce qu'il faut pas oublier que quand nous, maîtres d'ouvrage, on va en VFA à un client,
on doit toutes les garanties au client. C'est la différence avec un public qui fait un bâtiment mais qui n'a pas besoin de dommage ouvrage. Nous, il nous faut une dommage ouvrage sur un bâtiment. Donc, cet engagement-là, et on a réussi à faire ce projet-là aussi rapidement parce qu'on avait trouvé le bureau de contrôle qui allait et les BE et les architectes qui ont accepté de jouer le jeu parce qu'ils y passent aussi beaucoup de temps pour aller au détail du détail pour assurer tout le monde et qu'on ait une validation. Je veux vous dire, on est en train de bâtir, on a encore des incertitudes sur l'isolation acoustique au niveau du plancher. Je vous le simplifie, mais parce qu'on a un plancher chauffant, etc. Mais ça se règle. Donc, il faut surtout pas paniquer. Autrement, si je suis un pur maître d'ouvrage, je dis stop, j'arrête, au danger, oubliez-moi, j'ai des clients derrière, je vais passer à la trappe. Et d'ailleurs, j'ai frustré, excuse-moi, je passe sur un autre sujet, la satisfaction d'un client aujourd'hui dans un logement pour nous, c'est boucher les trous et peindre en blanc. Aux grandes dames de Leslie, puisque les menuiseries bois, on les a peintes en blanc dedans. Et je suis désolé, Leslie, je sais que tu as encore du mal, mais voilà, on changera les mentalités. Donc, pour répondre, c'est ça. Moi, j'ai une crainte, c'est que pour faire de la frugalité, on amène encore une norme ou un label. Si on amène un label, on va devoir payer des bureaux de contrôle, enfin des personnes, je rejoins Laurent, pour justifier ce qu'un BE va faire pour y arriver. Il faut plus que ça devienne du bon sens et de la logique et qu'il y ait un engagement parce qu'on est poussé par le consommateur. Et c'est aussi à nous, en faisant la promotion, que le consommateur nous poussera pour le faire. Et c'est en commençant à en faire qu'on changera tout ça. Voilà. Après, je laisse... J'aime bien que ça répond à une des... Parce que vous ne les voyez pas, vous, les questions, c'est moi qui vous les retransmets, mais ça répond, je trouve, à une des questions qui posait, qui disait, c'est quoi les savoir-faire à mobiliser finalement sur la frugalité? Et j'ai l'impression que ce que vous nous dites, c'est que oui, ça va être le savoir-faire de savoir, par exemple, faire des murs en paille ou en pisé, etc. Mais en fait, le vrai savoir-faire, j'ai l'impression, c'est de savoir réfléchir, remettre en cause, faire pas dans les clous de d'habitude et oser. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une dimension de savoir oser et que c'est un peu ce que tu disais aussi, Laurent, il me semble, sur de trouver les bons équilibres. Et il y a une question qui posait justement, qui disait justement, c'est quoi les outils sur toute la chaîne de création de valeur du bâtiment pour la rendre plus frugale et est-ce qu'il y a des concessions à faire? Et tu parlais, Laurent, toi, d'équilibre entre les enjeux économiques, environnementaux, sociaux, sociétaux. Je ne sais pas si c'est le terme de concession, mais en tout cas, qu'il y a, oui, pour gérer cette dimension réglementaire complexe qui peut créer des peurs aussi pour les maîtres d'ouvrage, par exemple, pour les clients. Voilà, qu'il y a cet équilibre à créer, des concessions peut-être, je ne sais pas. Comment tu vois les choses? Moi, juste avant de répondre là-dessus, ce que je voulais rajouter sur la partie réglementaire et sur la partie normative, c'est que effectivement, on est dans un pays où il y a énormément de normes, énormément de textes, et c'est même pour un professionnel très difficile d'être au quotidien à jour de tout ce qui sort, de tout ce qui est actualisé. On a parlé des DTU, on peut parler des avis techniques aussi, des avis techniques sur les produits des fabricants qui sont renouvelés régulièrement, et réussir à suivre toutes les actualisations des avis techniques, c'est infernal, quoi. Mais malgré tout, on est aussi dans un pays où il y a la place qui est laissée, c'est-à-dire il y a toujours la porte ouverte ou la possibilité de justifier différemment, de justifier à côté de la norme, si on arrive à convaincre et si on arrive à justifier les choses. Ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un bureau de contrôle de bonne consistance et qui a de bonnes compétences, qui s'investit dans un projet, va pouvoir justifier par un avis de chantier des éléments qui sont un peu à côté d'une norme précise ou qui s'en rapprochent mais qui ne sont pas exactement dans les clous. On peut avoir aujourd'hui des entreprises, on connaît des entreprises qui sont assurées sur des décennales, sur des techniques qui ne rentrent pas dans des DTU parce qu'ils ont prouvé à leur assureur qu'ils savaient faire. Il peut y avoir, voilà, donc il y a la possibilité de faire et la première chose, c'est de se dire, attention, si on s'arrête tous au texte du législateur, effectivement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas d'avancée. Donc, il ne faut pas hésiter et c'est du travail, c'est du temps. Donc, on revient un peu sur cette notion de temps et d'engagement. Et effectivement, finalement, c'est prendre ce temps-là, prendre cette énergie-là de plusieurs personnes et de plusieurs compétences qui permet de débloquer des situations. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a un équilibre à trouver finalement entre le temps qu'on passe, et nous, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Ecosimult, c'est-à-dire que
on n'a pas la capacité à faire sur tous nos projets tout ce qu'on voudrait faire dans l'idéal, on va dire, de nos pensées, parce qu'on manque de temps, on manque de financement et qu'on ne serait pas sur un équilibre économique qui nous permettrait de vivre sur la durée. Et donc, on trouve un juste équilibre en portant nos valeurs, en portant nos engagements, en disant, ben, il y a une partie des projets où on va essayer de faire le plus possible, où on va essayer de faire un peu, mais par contre, sur tous nos projets, on va essayer de faire au moins un peu, pour essayer de faire au moins avancer d'un pas. Alors, il y a des projets où il y a des maîtrises d'ouvrage qui vont être un peu plus timides, et bien on va faire un petit pas. Mais faire un petit pas avec un maître d'ouvrage timide, c'est peut-être un plus grand pas que faire un grand pas avec un maître d'ouvrage qui est déjà engagé. Et donc, je pense qu'on a aussi tous une certaine responsabilité finalement professionnelle quand on est dans le milieu et qu'on est sachant de ces choses-là, d'aider et de faire pas à pas le cheminement pour aller vers des choses qui évoluent. Et si je regarde un petit peu, nous, depuis qu'on s'est créé, donc nous, Scope Ecozimut existe depuis 2013, si je regarde un petit peu les évolutions qu'il y a eu, il y a effectivement pour la construction en terre crue, pas de texte officiel, pas de DTU, mais il y a eu des rédactions de guides de bonnes pratiques qui ont pour vocation de devenir des règles professionnelles dans les temps qui viennent. Donc, il y a eu une sacrée avancée. Il y a des règles professionnelles de la construction en paille qui sont parues qui permettent aujourd'hui d'avoir des bâtiments en paille assurés avec des décennales. Il y a les règles professionnelles du chaud-chambre qui existent. Il y a une actualisation sur les textes du bois. Donc, on parle aujourd'hui d'actualisation de normes, mais on parle aussi finalement de montée en compétence des acteurs parce que les choses se multiplient. Et en ce moment, nous, on a autour de nous des partenaires, promoteurs, maîtres d'ouvrage publics qui s'engagent avec nous sur des projets pour faire de la ventilation naturelle, pour faire des constructions en paille, pour faire des constructions en terre porteuse, pour faire des constructions en ossature bois qui va porter des planchers béton, pour faire des choses qui sont techniquement réalisables, mais qui aujourd'hui demandent de l'énergie pour les mettre en ordre, pour les mettre en œuvre, et qui demandent de l'énergie à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je dirais que presque le niveau où il nous manque un peu d'énergie pour continuer à avancer demain, et pour accélérer cette avancée, ce n'est pas vraiment au niveau technique sur le terrain. Côté maîtrise d'ouvrage, il y a une grande prise de conscience qui est en cours, il y a des avancées qui sont assez énormes. Il commence à y avoir des avancées côté bureau de contrôle, parce que les bureaux de contrôle se rendent compte qu'aussi les demandes des professionnels évoluent. Nous, régulièrement, aujourd'hui, en partenariat avec des maîtres d'ouvrage, on choisit les bureaux de contrôle sur leur volonté à s'engager dans le projet pour telle solution, pour telle chose. Et chose que je n'avais jamais vue avant, il y a des bureaux de contrôle qui se font sortir de projets parce qu'ils ne montrent pas une compétence assez importante sur un sujet ou sur un autre. Donc, il y a aussi une évolution là-dessus. Et je dirais qu'il y a une évolution qui est nécessaire à venir sur la temporalité des projets et du coup sur les modèles économiques, sur l'aspect économique et sur l'aspect assurabilité. Parce qu'aujourd'hui, les assureurs et le côté financier, ce n'est pas forcément des gens qu'on voit tout de suite sur le terrain et qui ne sont pas en contact direct du terrain. Et aujourd'hui, si ces choses-là évoluent, enfin, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je pense, c'est que ça va aider, il y a aussi un renouveau de travail sur les modèles économiques, sur aujourd'hui, peut-être ne plus amortir les constructions de bâtiments sur une construction revente, mais sur une construction mise en service, exploitation sur 5 ans, sur 10 ans. Et c'est là où peut-être le modèle de foncière peut être un modèle intéressant. Donc, il y a une notion de temporalité et une notion d'engagement sur aujourd'hui les assureurs. Moi, je me pose fortement la question de comment un assureur dans la situation actuelle se positionne pour faire des analyses de risque, que ce soit à cause du Covid, que ce soit à cause des évolutions techniques, technologiques, de façon de faire, que ce soit à cause de la transition qu'on est en train de vivre. Il y a un vrai renouveau aussi du côté des assureurs sur l'évaluation du risque, sur l'évaluation, on le voit très bien, pour tout, voilà, je ne veux pas ouvrir trop largement, mais aujourd'hui, du côté financier, le côté d'assurabilité impacte le bâtiment. Et il y a aussi des innovations à faire sur ces aspects-là. Ce n'est pas que des innovations techniques, des innovations sur le chantier. Ça répond, me semble-t-il, finalement à une des questions qui a été posée sur en quoi ça consiste une architecture frugale, comment on choisit les bons matériaux dans une logique technique et économique. Tu as amené pas mal d'éléments de réponse, qu'en fait c'est un équilibre de ça et que le bon matériau peut-être sur un projet ne sera pas le bon matériau sur le projet d'à côté en fonction des spécificités, etc. On nous interroge aussi sur la question de justement ces guides de bonne pratique, etc. Est-ce que on peut vraiment s'appuyer dessus aujourd'hui? J'imagine que c'est encore en train d'évoluer. Et vous nous interpellez aussi sur le permis d'expérimenter. Est-ce que le permis d'expérimenter est maintenant employé pour favoriser ces nouvelles pratiques? En lien aussi, alors j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur la RE 2020 qui est identifiée peut-être comme un frein à la frugalité parce que ça pousse plutôt vers le l'high-tech.
ce que je sens, c'est que ce que vous me dites, c'est que quand même, oui, mais là, on est en train de vivre un truc un peu particulier qui est peut-être en train de faire bouger les lignes, quoi. C'est ce que j'entends un peu dans ce que vous me dites. Peut-être que je sais pas, Leslie, ça a l'air de te faire réagir, cette notion effectivement de ces guides de bonne pratique, ces nouvelles pratiques là qui sont on est en train de faire un peu bouger les lignes, le permis d'expérimenter. Après, je pense que je vais redire un peu ce qui a été dit, mais peut-être différemment. On est en train de réaliser, nous, un éco-campus dans l'Aude, vraiment très, très frugal. Ce qu'il y a, c'est que par exemple, la RT 2012 fait que des T1 et des logements étudiants qui vont être finalement vides l'été, il faut qu'on les considère, on va dire, réglementairement comme des logements standards. Ce qui fait que ça nous fait aller vers des solutions complètement abusives. Pareil, la construction du projet Woodart, en fait, c'est un projet qui est en 76% en bois et il y aura 74% de bois visible dans les logements. Donc vraiment, ça interroge. Mais heureusement, deux choses. La première, c'est que ces démarches, elles permettent de faire évoluer les normes, elles permettent de faire évoluer les réflexions, parce que tout ça, ça remonte quand même, et je pense que ça va dans le bon sens. Le deuxième point, c'est sur le coût. Effectivement, on en parle un petit peu. Est-ce que nous, on envisage et on travaille notamment sur le coût global? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordable dans tout type de projet et tout type de programme. On travaille sur la sobriété des matériaux, effectivement, mais aussi, il faut le dire, concrètement, les projets, nous on fait énormément de projets très impliquants sur des natures de matériaux. Par exemple, l'usine en bois et paille que l'on a réalisée, on a tout de suite, on s'est tout de suite formé pour déjà être assuré, et on a tout de suite intégré autour de la table un assureur qui nous a, en fait, qui était là au moment de la réception, et on buvait des coups ensemble, et finalement, il était complètement associé au projet et porteur. Donc, c'est ça, c'est cette notion de… Et ces projets-là, on en a de nombreux, ils sont aussi possibles avec la région, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur la région Occitanie, qui donne des subventions qui sont importantes, qui sont engagées auprès de nous, là, des concepteurs et des maîtres d'ouvrage, et qui nous aident. Et même si, effectivement, aujourd'hui, on est sur grâce à ces subventions, presque des projets ISO en termes de coûts, si on n'avait pas ces subventions, ça serait compliqué peut-être de mettre en place, mais de manière aussi accélérée, tout ce qu'on est en train de faire. Et je pense que c'est une façon d'innover et de vraiment de participer à ce qui se fera demain. Ces subventions, il ne faut pas dire ah oui, mais s'il n'y avait pas ces subventions, ça ne se ferait pas. Non, mais c'est grâce à ces subventions que les filières se développent, que nous on se forme, qu'on devient plus cohérent, que les maîtres d'ouvrage y croient parce qu'ils l'ont vu ailleurs. Et donc, moi je voulais remercier aussi cette aide. Et j'ai envie d'interpeller. Et je vais rebondir sur ce que dit. Ouais, vas-y, Jean-Christophe. Je vais juste rebondir sur ce qu'il dit parce que c'est assez marrant. Les subventions qu'on allait chercher pour Rodart aussi, c'est grâce à Leslie, à l'équipe. Mais quand on a voulu y aller, ils m'ont pris par le bras, ils m'ont dit tais-toi. Parce que le promoteur, quand on arrive, en gros, on est des voleurs. Ça t'étonne pas, oui. Moi non plus. Mais en fait, non, puisque c'est l'inverse qui s'est passé et on s'est très bien entendu parce qu'on est dans une autre démarche. Donc, il faut casser ces préjugés et c'est un peu tout le débat aussi, c'est de dire arrêtons de se frustrer et de s'empêcher de faire. Au bout d'un moment, il faut essayer, y aller et s'engager. Alors, tu me fais une super transition parce qu'il y a une des remarques, je ne peux résister à la relever, qui dit j'ai vu que Belleville n'avait pas froid aux yeux et justement osait sur leur projet. J'aimerais en savoir plus sur leur démarche. Donc, j'aimerais donner la parole à François. Et j'en profite pour interroger aussi l'architecte et l'ingénieur Antoine, qui sur une question qu'on n'a pas encore relevée, qui interrogeait sur la domotique. Est-ce que la domotique est une aide à la frugalité ou est-ce que justement il y a conflit entre guillemets, est-ce que c'est un sujet, voilà. Et après derrière effectivement ça peut être intéressant de peut-être en dire quelques mots de plus et d'inciter peut-être les gens à aller regarder plus avant le site internet de la foncière qui raconte un peu ce que vous faites. Micro François. Décidément, désolé. C'est vrai qu'avec la foncière, on essaye vraiment de faire les choses un peu différemment.
même si en fait notre feuille de route elle est relativement simple. En fait, on achète, on reprogramme des bâtiments, on les réhabilite et ensuite on les exploite. On les exploite, c'est hyper important parce qu'au final, c'est un exploitant et un accompagnant des exploitants qu'on accueille dans les bâtiments. Donc, finalement, on peut avoir la main jusqu'à la finalité du projet, jusqu'à sa destination. Donc, et sur ça, on met beaucoup d'énergie en fait sur l'accompagnement des futurs occupants ou des occupants de nos bâtiments. Donc, par exemple, on va mettre de l'énergie sur lancer des appels à manifestation d'intérêt pour essayer de créer une dynamique autour de nos projets, essayer d'agréger du monde et de cette manière rencontrer des porteurs de projets et pouvoir leur permettre de prendre des locaux dans les bâtiments et de choisir aussi de travailler avec eux pour essayer de trouver les porteurs de projets les plus pertinents à insérer dans tel ou tel contexte. Par rapport, il y avait une partie de la question qui était sur, pardon, sur les… sur la domotique. Ouais. Je ne sais pas si tu as un avis dessus, hein, peut-être que… Non, sur la domotique, c'est vrai que c'est un sujet, je pense qu'on n'aborde pas énormément dans notre façon de faire. On n'a pas pour autant… non, en fait, j'avoue qu'on ne travaille pas forcément de cet axe-là, sur la réhabilitation des bâtiments. On reste sur des principes beaucoup plus simples, beaucoup plus sobres, qui engagent les occupants à être acteurs de leur bâtiment plutôt que les systèmes à prendre le relais. Donc, non, j'avoue que ce n'est pas forcément un axe qu'on travaille sur le bâtiment. Et par contre, la question des assurances, parce qu'il y a une nouvelle question qui venait là-dessus, en disant le bureau de contrôle, c'est jamais qu'un organisme indépendant qui fait l'interface entre le règlement et l'assureur. Et est-ce que la solution ne serait pas dans l'implication des assureurs à prendre des risques dans le sens challenge? Je suppose que sur des projets de réhabilitation, cette question de l'assurance, elle est centrale. Oui, je pense qu'elle est centrale. Et je pense que la question qui est centrale, c'est la question de la prise de risque, en fait. C'est vrai qu'on s'assure pour ne plus avoir de risques en tant que maître d'ouvrage, en tant qu'architecte, que bureau d'études. Je pense effectivement qu'il y a un gros travail à faire avec les assureurs sur la façon d'accompagner les innovations frugales. Mais il y a aussi, je pense, il y a un questionnement de chaque acteur à revoir leur rapport au risque et savoir prendre des risques quand il faut en prendre. Et je sais que sur ça, avec Belleville, on n'hésite pas à prendre des risques, mais tout en en ayant la meilleure maîtrise possible. Mais c'est vrai que si on reste tous frileux et qu'on veut limiter, toujours être dans une logique de maîtrise totale du risque, finalement, c'est un gros frein à l'innovation et au changement de façon de faire. Donc, je pense que sur ce point-là, on essaye vraiment, tout en gardant une maîtrise, sans faire n'importe quoi, mais on essaye aussi de savoir prendre des risques quand il faut et savoir porter des choses différemment, même si on sait que on n'est pas dans, on va dire, dans un déroulé classique et où tout est assuré, surassuré, etc. Il faut savoir se découvrir un petit peu aussi par moment. Et ça rejoint même, c'est quelque chose que vous m'avez dit en amont et j'ai trouvé très fort. C'est presque, vous me disiez, une question de responsabilité dans nos métiers. On a chacun aussi une responsabilité individuelle de ce qu'on a envie de défendre dans nos métiers. Oui, la responsabilité, ça marche ensemble, effectivement. Ouais. Mais la responsabilité, c'est aussi faire les choses justes. Dans le sens où on n'a plus trop le droit de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il y a une notion qu'on n'a pas trop abordée et qui est hyper importante. C'est-à-dire que si on veut convaincre le plus large possible, si on veut amener en fait ce mouvement de la frugalité dans le bâtiment au plus près du grand public, il faut être hyper exemplaire, quoi. On n'a pas trop le droit de se tromper, on n'a pas trop le droit de montrer des mauvais exemples, déjà que ça met du temps à
semer qui pourrait éventuellement décrédibiliser certains projets. Donc, dans ce sens-là, oui, on a une grande responsabilité. Et la responsabilité aussi de faire des choix qui parfois peuvent paraître risqués auprès d'assureurs, mais en tant que porteur de projet, avec beaucoup de bon sens et d'analyse critique et entouré de gens hyper compétents, de bureaux d'études hyper compétents, on peut de manière raisonnable assumer tous les risques. Assumer ces risques, effectivement, à la fois en termes de responsabilité sur les aspects techniques, mais aussi en termes commerciaux, si c'est pas une demande, etc. On avait tous effectivement cette question-là de se dire, il faut qu'on le fasse parce qu'on sait que c'est juste. Il faut qu'on absorbe quelque part ce temps où c'est pas encore rentré peut-être dans les mœurs. Et en même temps, il y a un enjeu, c'est une question de valeur. Laurence, ce que tu disais quelque part, la frugalité, c'est une question philosophique presque. Une question de valeur, pas seulement une question de technique. Oui, c'est une question que je trouve philosophique parce que ça rejoint en fait une certaine évolution de notre société et un besoin d'évolution de notre société par rapport à la situation actuelle et par rapport aux années passées. Et ce que je voudrais rajouter sur ce qu'a dit François, c'est que finalement, cette notion de risque, aujourd'hui, le travail d'un assureur, c'est savoir évaluer un risque et savoir derrière y mettre un coût par rapport à cette évaluation. Sur un projet innovant où il y a des énergies qui sont mises en place par un architecte, des bureaux d'études, un bureau de contrôle, etc., et un maître d'ouvrage compétent, qui sont les plus compétents pour analyser le risque? Est-ce que c'est cette équipe de maîtrise d'œuvre et de conception complète, y compris maîtrise d'ouvrage, ou est-ce que c'est un assureur qui ne va pas sur le chantier? Et donc finalement, le bureau de contrôle a ce rôle de représentation de l'assureur sur le chantier, c'est son métier. Et donc aujourd'hui, je pense qu'une des clés et un des enjeux de même, c'est d'avoir des compétences dans les bureaux de contrôle qui sachent, avec les équipes de maîtrise d'œuvre, être des bons évaluateurs des risques, savoir empêcher des projets ou bloquer des projets, limiter des projets où le risque n'est pas assez bien mesuré, n'est pas assez bien maîtrisé, parce que Mathieu François n'a pas trop le droit à l'erreur, mais savoir aussi ouvrir la porte à autre chose que ce qui est écrit dans une norme qui a été écrite il y a 30 ans et qui est plus d'actualité, pour passer à l'étape de demain. Et donc, voilà, il y a effectivement une responsabilité professionnelle de tous qui va et qu'on doit faire concilier avec notre capacité à avoir des modèles économiques stables pour durer dans le temps et à avoir finalement une avancée quotidienne, régulière vers demain à la vitesse la plus rapide qu'on saura faire et qu'on pourra faire. Mais de toute façon, il y a aussi la capacité, on va dire, de la société à absorber ces changements, à s'habituer à ces changements. Donc, il faut du dialogue, il faut du temps. Et il y a aussi, de toute façon, un peu d'inertie à mettre là-dedans, malheureusement ou heureusement, pour que tout le monde s'habitue à ces choses-là, à ces évolutions-là. Donc, je pense que tout professionnel du bâtiment a sa responsabilité aujourd'hui à prendre en main, à prendre en charge, qu'il soit, voilà, hein, peu importe son employeur, peu importe son niveau de travail dans un projet, tout le monde peut être amené à apporter des choses, à faire des propositions. Il ne sera peut-être pas écouté un jour, il sera peut-être écouté le lendemain. Et bien, il faut avancer et il faut aussi savoir être résilient dans notre façon de travailler, notre façon de faire. Et je rebondis sur cette notion d'évaluation. Tu parlais d'évaluation du risque. Ça me fait écho à ce que tu disais, Leslie, sur la question des indicateurs aussi, de faire évoluer, qu'on avait aussi une responsabilité de faire évoluer notre grille de lecture, quoi, nos indicateurs quelque part d'un bon bâtiment, qui sont aujourd'hui techniques, économiques, qui avaient autre chose. Est-ce que tu en diras un mot peut-être? C'est vrai qu'on s'était posé la question avec Philippe sur comment repenser une prospérité équilibrée. Et finalement, le fait que l'économie soit basée sur le PIB, ça nous posait peut-être question. Et pourquoi pas plutôt le baser sur le bien-être. Et il y a le Bhoutan qui a mis en place le bonheur national brut. C'est un indicateur complètement différent. Donc, bon, le roi, quand il l'a mis en place, je crois que c'est dans les années 70, il a fait 16 ans, mais aujourd'hui, je crois que c'est en 2008 que ça a été véritablement un des enjeux. Et plutôt que de réfléchir à de la macroéconomie et à de l'industrialisation, même si pour moi les modèles modulaires, préconstruits, etc., ça peut avoir énormément de vertus,
peut-être que un des intérêts aussi, ça serait de se questionner sur la rareté et de faire attention à cette rareté. Et je pense que l'économie circulaire apporte aussi une forme de réponse là-dedans. On parlait de risque, mais nous, on porte une forme d'engagement au sein de l'agence pour développer au sein de tous les acteurs qui peuvent ces filières qui n'existent pas en Occitanie. C'est une forme de risque. Et puis, je pense que les ingénieurs, les promoteurs, enfin tous ceux qui sont autour de la table, même les entreprises, ont un rôle à jouer. Alors, nous, effectivement, dans nos métiers, on signe, on s'engage auprès de l'ordre. On a une responsabilité sociétale forte. Donc, peut-être que les architectes l'ont de fait par leur formation initiale. Mais aujourd'hui, moi, je me sens en responsabilité vis-à-vis des matériaux biosourcés, géosourcés, de construire, comme l'a dit François, avec le déjà là, de travailler avec les usagers, de trouver d'autres types de gouvernance et d'aller vers aussi le fait de renaturer les milieux. Donc, pour nous, on a toute une... on vient de signer une charte sur la biodiversité. On a une énorme responsabilité, nous qui construisons sur les territoires, qui impactons les sols, à faire attention à ça. Donc ça, c'est un chantier d'avenir, effectivement. J'ai envie d'entendre aussi le regard de Jean-Christophe. En tant que promoteur, tu évoquais même une question de projet d'entreprise, quoi, qu'il y avait enfin, cette notion-là de responsabilité, de faire autrement. Ouais, aujourd'hui, c'était plus quelque chose comment dire, de farfelu, mais qu'au contraire, ça devenait quelque chose de fort du point de vue des entreprises, quelles qu'elles soient, en termes même de stratégie, peut-être. Oui, Au projet, en tout tout à cas. fait. Oui, oui, mais je suis là, projet sociétal. C'est un peu ce que disait. On a comme calibre le PIB, pourquoi pas le bien-être? Et et aujourd'hui, les sociétés, puisque c'est rentré, hein, c'est un arrêté national. C'est une entreprise peut définir sa raison d'être et le mettre dans son, je vais pas y arriver, ça y est, j'oublie le mot. Enfin, dans ce qu'est sa société, dans sa statut. bref, excusez-moi, c'est le statut. Exactement, merci. Et ça, c'est une démarche justement qu'ICAD a fait. Puisqu'on a travaillé sur la raison d'être avec les managers, ça fait 3 ans qu'on y travaille dessus, et on l'a annoncé officiellement à notre conseil d'administration, qui l'a validé. Et notre raison d'être, alors je vais me faire peut-être ma direction Condora, parce que je ne connais pas par cœur malheureusement, parce qu'elle est un peu longue, mais en tout cas, c'est une raison d'être qui part depuis l'abbé Pierre chez ICAD, puisque l'appel au logement a créé des grands ensembles immobiliers, j'en reviendrai après dans ma conclusion, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont décriés aujourd'hui, mais qui à une époque étaient le futur. Et aujourd'hui, on va vers quoi? Le mieux vivre chez soi et le carbone et le bon sens et bien construire la ville. Donc c'est un peu ce que disait Leslie, c'est se poser toutes ces questions-là. Et je rebondis aussi sur le réemploi, c'est-à-dire que est-ce qu'on ne saura pas demain faire du neuf avec de l'occasion? Et est-ce qu'on peut pas l'accepter? Moi, je donne un exemple de mon bureau, j'ai aucun mobilier qui est appareillé, enfin qui est le même. Pourtant, je suis dans un grand groupe. Mais est-ce que c'est pas le début aussi dans le mobilier? On a des nouveaux bureaux, pourquoi on met des nouveaux mobiliers? Pourquoi on met pas de l'ancien mobilier? Est-ce que dans un logement, demain, on fait pas pareil? Des portes qu'on peut récupérer ailleurs, on les repeint, on les remet. Ça peut être toutes ces questions-là, mais c'est-à-dire qu'on change la vision de la masse. Et moi, j'ai un exemple que je ressors souvent, c'est le bio. On voit que le bio est arrivé comment? Il a commencé par l'élite, qui a pu acheter du bio parce qu'elle avait envie d'acheter du bio, de manger mieux, mais c'était excessivement cher. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé parce que la valeur a évolué. Les paysans s'y sont mis parce qu'ils y ont, pour eux-mêmes, ils ont trouvé un intérêt déjà pour leur santé et pour la santé des autres. Ce qu'on va parler maintenant on parle de circuit court et le confinement nous y a aidé puisqu'on n'a pas eu le choix aussi entre guillemets. C'était aussi une autre façon d'y répondre. Et ces mentalités ont changé par le consommateur. Donc, c'est les petits efforts que nous, on fera vers la frugalité sur des sujets où je ne sais pas répondre parce que même aujourd'hui, quand on me dit il faut que tu construises un niveau biosourcé niveau 1 ou 2, je pose une question à un BE, je dis comment, avec quel matériau, on ne sait pas me répondre et tout le monde me vend ce qu'il a à me vendre. Mais parce qu'on n'a que ça. Et c'est là où je rejoins Laurent de dire il faut qu'on raisonne autrement pour pouvoir répondre à ça. C'est pas forcément avec un matériau, une fiche FDES qu'on va faire une fiche FDES, ça dit quel est le niveau de carbone pour produire un sujet. Par exemple, aujourd'hui, une menuiserie PVC a une fiche FDES plus positive qu'une menuiserie bois. C'est grave, quoi. Mais parce qu'il y a un lobbying, il y a tout ça qui est derrière. Et tant mieux, il en faut. Je crie pas sur tout le monde, mais c'est comme ça. Donc,
Le bio a évolué par la masse. Aujourd'hui, il ne touche pas la classe sociale la plus défavorisée qui va acheter en gros au supermarché, qui ne pourra pas se l'acheter. Mais en tout cas, on est venu toucher une masse qui est beaucoup plus large, qu'on appelait avant la classe moyenne. On ne sait pas si elle existe encore, malheureusement. C'est un peu complexe tout ça. Mais donc, tout ce qu'on va bâtir aujourd'hui, on doit le faire par des exemples qui vont pouvoir être vendus cher, des personnes qui ont les moyens, et ça redescendra naturellement vers tout le monde. Et c'est ça qu'il va falloir que, c'est une des responsabilités qu'on a en gros par notre raison d'être, c'est de penser différemment pour le logement de demain en fait. Voilà. Et la frugalité en fait partie. J'ai envie de vous diriger maintenant vers ce mot de la fin qu'on a envie. On s'était dit d'ailleurs, je vois au passage et je vous la livre parce que peut-être que vous en direz un mot dans vos conclusions. On dit voilà, je vois que les maîtres d'ouvrage et les BET, les architectes aiment et recherchent la frugalité, mais les entreprises, est-ce qu'elles sont aussi motivées? Et je suppute que ça pourrait être dans les retours sur cette. J'avais envie de vous poser comme question après cet échange hyper intéressant, de dire ok, qu'est-ce qu'on a envie? C'est quoi pour vous les enjeux, les chantiers des années, de l'année ou des années à venir? Et peut-être quels conseils, quels challenges, quels défis on a envie d'envoyer. On a maintenant 70 personnes, on commence à en perdre un petit peu, 70 personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? Qui a envie de se lancer? Peut-être s'il y en a un qui inspire cette notion des entreprises ou Jean-Christophe, si tu es sur ta lancée ou. Je peux, si tu veux. Moi, je me rends compte que les entreprises, je vais pas être négatif, hein, mais sont souvent, entre guillemets, hein, je vais être dur, hein, passives. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement habituées à suivre les ordres et à suivre un CCTP et ce qu'on leur demande de produire qu'on ne peut pas leur en vouloir de ne pas innover. Et un des moyens qu'on a trouvé, la conceptualisation, nous a permis à une entreprise de bois de s'exprimer. Je trouve ça génial. Mais au début, j'ai eu du mal. Je t'avoue que perso, mettre un chèque et pas savoir ce que je vais avoir au bout, c'est un peu compliqué, quoi. Mais en même temps, il faut savoir, nous, en tant que décideurs, maîtres d'ouvrage, et je pense que Laurent, François et Leslie le font, c'est écouter la valeur que peut nous amener une entreprise qui ne doit pas être un simple poseur, comme on peut la penser aujourd'hui, mais être un faiseur. Donc c'est aussi à nous de lui laisser la place de s'exprimer, chose qu'on ne fait pas souvent parce qu'on bourre, quoi. Il faut avancer. Moi, quand j'ai signé avec un client, il faut que dans les 30 mois maximum, j'ai livré. Hein. Donc on réfléchit pas, quoi. On avance. Mais pour un peu généraliser tout ça, moi je note là, il y avait un super reportage sur France 3 sur De Gaulle bâtisseur que j'ai adoré. C'était autour de nos métiers, l'urbanisme, et on voit comment les politiques ont fait changer une façon de faire et de construire. On a logé les gens, on a fait des grands immeubles. La VFA a été créée à ce moment-là pour permettre aux clients d'acheter vite et aux promoteurs de construire vite d'ailleurs, parce que la VFA est une innovation, imaginez, qu'a créé ICAD, hein, sous la STIC à l'époque. Donc je l'ai découvert moi dans notre raison d'être, je ne le savais pas. Vous pouvez la trouver sur Internet, il y a une belle vidéo, vous rigolerez. Mais ce que je veux dire au final, c'est qu'on a créé une civilisation aujourd'hui de loisirs et de consommation. Est-ce que c'est pas du rôle de tout le monde aujourd'hui de créer une civilisation frugale? Et on l'entend un peu, Greta, qu'on peut décrire ou pas, elle nous le dit. Les jeunes, là, il devait y avoir la COP ou je sais pas quoi là qui devait sortir 2026. Elle est annulée, ils veulent faire une moque à côté. On sent que les jeunes poussent, mais en même temps, les jeunes, ils sont aliénés. Donc, comment on va arriver? Pardon, oui, c'est bon, on voit pas ce qu'il y a dessus. Comment on va arriver de ça à remettre du bon sens et de l'humain, parce que c'est que par de l'humain qu'on refera ça, il y en a la moins vite. Donc, comment on crée cette nouvelle civilisation? Et beaucoup de philosophes, puisque moi j'ai la chance dans la société où je suis, dont on reçoit beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de philosophes nous disent qu'on est en train de changer de civilisation. Voilà, je suis un peu généraliste, mais et c'est en faisant petit pas par petit pas qu'on va y arriver. Il me semble que ça peut faire écho à la conclusion de François, non, sur cette dimension le facteur humain, quoi. Le micro. Oui, je pense que c'est central, quoi. C'est vraiment central, ce facteur humain. Sur le facteur physique, les facteurs physiques, dans la physique du bâtiment, les procédés constructifs innovants, frugaux, je pense qu'on est tous passionnés par ça. On a tous envie de porter des projets comme ça et de vraiment faire bouger les choses. Mais il y a un pan entier, en fait, qui influe sur nos impacts, que je pense qu'on ne travaille pas assez. C'est vraiment ce facteur humain. Pour moi, il est central parce que c'est celui qui a le
qui peut avoir le plus de conséquences sur nos consommations, en fait. Et du coup, je pense qu'il y a un énorme enjeu à rechercher la cohérence, quoi. À rechercher la cohérence à tous les niveaux, individuellement, collectivement. Et rechercher la cohérence, ça veut dire de commencer par faire ce qu'on dit. Et ça, c'est vraiment difficile parce qu'on est dans un modèle économique qui, au quotidien, nous pousse à agir de manière incohérente. Et agir de manière cohérente, suivre ses idées, suivre ses convictions. Je pense que ça, ça paraît pas grand-chose, mais si on y arrive déjà à agir en cohérence, ce serait un grand pas. Et cette incohérence, en fait, on s'aperçoit qu'il y a un décalage important entre finalement nos actions du quotidien et le péril, enfin, en tout cas, cette fin de cycle vers lequel maintenant elle nous amène. Donc à tous les niveaux, je pense que c'est par des petits gestes, des habitudes de consommation, des choix professionnels qu'il faut arriver à trouver le maximum de cohérence possible, chacun à notre niveau, professionnellement, individuellement et collectivement. Et pour finir sur la question du bâtiment et pour revenir à ce que je disais au début sur être un occupant conscient dans les lieux qu'on fréquente et qu'on habite. Hier, on était peut-être des occupants actifs dans des bâtiments passifs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On est des occupants passifs dans des bâtiments actifs. Et j'aurais tendance à dire et à porter le message de redevenons tous acteurs en fait, de nos habitats, de nos lieux de vie, et pour avoir une meilleure maîtrise finalement de nos besoins. Et puis j'entends en fait dans vos deux témoignages, si on parle de challenge ou de défi aux gens qui nous écoutent, c'est oser défendre vos convictions, quoi, quelque part, oser faire suivre ce que vous croyez dans vos métiers. On passait peut-être pour des ayatollahs il y a quelque temps, mais aujourd'hui il faut oser le défendre. Est-ce que Laurent, Leslie, un petit mot de conclusion? Je vois qu'on déborde un peu et je vois qu'il y a des gens qui commencent à se déconnecter. Est-ce que ça vous fait écho, ça, le défi, le challenge, la conclusion que vous avez envie de donner à ceux qui nous écoutent avant de passer la parole à la conclusion? Tu veux que je commence, Laurent, ou tu veux commencer? Vas-y, je t'en prie. Après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses et ça donne envie d'aller un peu partout. Sur la notion de recherche de cohérence, moi, j'ai l'impression que j'ai pas des idées arrêtées. Je prends le temps de réfléchir, vraiment de me poser les questions, et à chaque fois en fonction du contexte. Mais par contre, à un moment, j'ai la conviction, je ressens que c'est juste et du coup, j'assume cette conviction, je le prends en toute responsabilité. Et jusqu'à maintenant, le cabinet avait pour objectif un peu de limiter nos impacts sur l'environnement, mais en fait, on s'est rendu compte que c'était pas assez. Et en se renseignant, alors ce qui moi m'a un peu choqué, c'est 30% des insectes volants, pardon, 80% des insectes volants ont disparu en 30 ans. Donc ça veut dire à l'échelle, en tout cas moi, je l'ai vu à l'échelle de ma vie. Et je trouve qu'on ne peut pas on ne peut pas ne rien faire. Et donc il faut qu'on se donne les moyens à la nature de se renouveler, de se ressourcer. Un petit exemple, 2 secondes et demie. On intervient sur un lycée à Montauban, que de l'enrobé, 13 000 m² ou 15 000 m² d'enrobé, et on fait une agroforesterie en plein, en fait, au cœur du parc, sans amener de terre, juste en retravaillant le site. Et on s'est donné 3 ans pour faire revenir les lombrics. Et donc, on a effectivement besoin de cette cohérence, de cette vision, de cette entraide, comme a dit François. Nous, la vision, on a une vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans et 20 ans chez nous. Donc, on sait vers quoi on veut aller. Sans doute que c'est une vision qui va par des chemins ou même évoluer en elle-même. Mais en tout cas, on s'est posé la question pour être le plus efficace et aller le plus loin possible. Ah, voilà. J'aime, il y a cette idée à la fois en fait, d'oser rêver, d'oser y aller, et puis d'aller bosser avec les gens qui sont prêts à y aller avec nous, quoi, quelque part aussi. J'aime beaucoup cette idée-là comme conseil à donner à ceux qui nous écoutent. Laurent, pour conclure, avant de pouvoir passer à
Conclusion par Alain Denat, ouais, toi aussi. Un petit conseil, Ouais, un défi. un petit dernier mot. Alors, deux petits derniers mots en vrai. Un petit dernier mot sur un point de vigilance, justement, comme a dit Leslie, sur les indicateurs. Si je prends un exemple à l'échelle du bâtiment, aujourd'hui, on regarde beaucoup les kilowattheures consommés. Demain, on va regarder les kilowattheures et le CO2 principalement, alors que bon, les fiches de déclaration sanitaire sont composées de 20 ou 25 critères. Attention, parce que finalement, si on a un bâtiment qui consomme peu, qui émet peu de CO2, mais qui ne rend pas son usage et qui fait des usagers non satisfaits ou qui ne rend pas le confort qu'il devrait rendre, est-ce que finalement c'est un bon bâtiment? Donc on revient sur un peu les questions de bien-être, sur les critères de bien-être, de ressenti et de confort, qui sont des critères beaucoup plus humains que techniques et technologiques. Et il ne faut pas oublier que quand on fait un bâtiment, d'abord on chauffe pour rendre le confort. Donc finalement, si on n'arrive pas à rendre le confort au final, à quoi ça sert de consommer de l'énergie? Ça, c'est un premier point. Et donc, il faut être vigilant sur les indicateurs. Les réglementations vont évoluer. On va arrêter de prendre en compte que les kilowattheures. Avec la RE 2020, on va prendre en compte les kilowattheures et le CO2 principalement et d'autres indicateurs que peu de gens vont regarder. Mais ce n'est pas forcément les seuls critères à regarder. Il faudra toujours garder un état d'esprit à la fois critique et à la fois constructif. Parce que la critique pour la critique, c'est bien beau, mais la critique pour être constructif, ça permet toujours de mieux avancer et de plus avancer. Et le second point sur lequel je voulais revenir, c'est effectivement par rapport aux entreprises qui a été dit, c'est qu'aujourd'hui et demain, pour moi, un des grands enjeux, c'est de permettre aux gens, à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle du bâtiment avec les différents concepteurs, architectes, bureaux d'études, maîtres d'œuvre, économistes, les maîtres d'ouvrage et les entreprises, de s'écouter les uns les autres, de retrouver une cohérence et une place à tout le monde, parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont été faites et ont été mises dans, on va dire, une case de plug and play. On te donne un équipement, tu le poses, tu te barres, et tu es presque un livreur de solutions, quoi. Tu n'es pas un artisan, tu n'es pas une entreprise. Donc, ils ont aussi un rôle à jouer. Nous, on travaille beaucoup avec eux dans nos innovations. Ils ont un rôle très intéressant à jouer. Et on rendra aussi les gens heureux à rejouer un rôle et à avoir une place dans la façon de construire, dans la construction de nos bâtiments. Et on apprendra à utiliser des techniques locales, à avoir de la connaissance de terrain, à remonter en compétences qui a été perdue par des solutions qui sont des solutions catalogues où on aliénise en quelque sorte les personnes qui doivent poser. Aujourd'hui, un des mal-être du bâtiment, c'est le manque d'artisans et d'entrepreneurs et d'entreprises qui ont des personnes qui sont contents de faire ce métier. Pourquoi? Parce qu'on les a dévalorisés par plein de solutions techniques. Donc j'ai envie de dire que pour moi, il y a un enjeu à libérer les gens de manière générale à toutes les échelles et à faire en sorte que les personnes puissent, en bonne conscience et en pleine conscience, faire les choses qui pensent être intéressantes, intelligentes et utiles pour l'évolution de la société, sur laquelle je pense on est tous d'accord qu'il doit changer, qu'il doit évoluer vers un nouveau modèle, y compris économique. Merci pour ces mots qui engagent et qui appellent à l'action finalement nos auditeurs. Merci à vous quatre pour cet échange très, très intéressant, très enrichissant. Enfin, je l'espère aussi et surtout pour tous ceux qui nous écoutent. J'espère, vous qui nous écoutez, que ça vous a inspiré, parce que je vais encore vous demander, je vais vous proposer pour les 59 personnes qui sont encore avec nous de contribuer si vous en avez envie, avant de laisser la parole à Alain Denat, le président d'Envirobat, pour conclure. Je vais vous montrer, voilà, vous venez de recevoir un lien de nouveau dans le chat. Je vous montre, c'est ça, si vous voulez le faire avec le téléphone, c'est le QR code, puisqu'on a tous des téléphones pour pouvoir accéder directement. C'est un mur de post-it où je vous pose la question, quelle piste vous aimeriez, je le ferme pour que vous voyez, quelle piste vous aimeriez proposer pour développer l'innovation frugale dans les années à venir. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je l'espère. Donc là aussi, vous pouvez voyez, ajouter des post-it, on les récupérera. Donc vous avez le lien dans le chat, n'hésitez pas à y aller. On va les recueillir et puis je vous propose peut-être, Alain Denat, de dire quelques mots en conclusion, puis on regardera à la fin. Moi, j'en profite pour vous remercier encore tous les quatre pour la richesse de ces échanges.
Alain, vous nous avez écouté attentivement pendant cette heure et demie. Je suis sûre que ça vous a fait fourbiller l'esprit. Vous avez peut-être envie de partager quelque chose par rapport à tout ce qui s'est dit. Je ne sais pas si vous avez votre micro, juste prêtez attention à ça. Non, il vous faut allumer votre micro, Alain. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et je dirais même passionnément. Voilà, c'est vraiment très intéressant. Et je suis aussi passionné par l'innovation, mais certains d'entre vous le savent déjà. Ce que je voulais dire, c'est que l'innovation n'est pas que technologique, c'est aussi la créativité, c'est aussi dans les process, dans l'innovation sociale, etc. Et donc, un petit mot sur les entreprises, parce que vous avez évoqué les entreprises, et moi je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur dans l'âme et depuis beaucoup de décennies finalement. Donc, les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont un potentiel d'innovation qui est tout à fait extraordinaire, mais qu'il faut s'efforcer de mettre en évidence. Et je pense qu'elles ont un rôle très, très important à jouer dans la mise en œuvre des projets, des matériaux biosourcés, des biomatériaux, et dans tout ce que nous pouvons apporter nous-mêmes, enfin les promoteurs, les maîtres d'ouvrage et les architectes. Voilà, donc les entreprises, je voulais dire ça pour les entreprises et pour les soutenir. Voilà. Donc, Envirobat Occitanie, parce que je suis président d'Envirobat Occitanie, et donc je voulais le rappeler, a pour objectif de réduire l'empreinte environnementale des bâtiments et des aménagements en Occitanie. Et en début d'année, nous avons construit la nouvelle stratégie d'Envirobat Occitanie, CAP sur 2025, avec 4 domaines d'activité stratégiques qui sont soutenus et innervés par l'innovation, la frugalité et la résilience. Donc ça, nous l'avons écrit sur notre projet de CAP sur 2025. Et donc ce webinaire sur l'innovation frugale tombe fort à propos, je veux dire. Voilà. L'objectif du webinaire pour avoir une vision plus globale est atteint. Et donc, je vous remercie à tous. Je remercie aussi Cécile pour son animation. Vous l'avez rappelé, dans un monde qui va de plus en plus vite, avec la révolution digitale et un besoin toujours plus grand de confort, et serons-nous capables de faire mieux, plus lentement, plus vertueusement, et donc plus frugalement, à partir du moment où on se pose la question, je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où on se dit est-ce possible, il y a donc une source d'innovation très importante et je crois qu'il faut poursuivre l'action. Jean-Christophe Acquier tout à l'heure m'a soufflé l'exemple des volets roulants électriques. Et je suis personnellement un adepte inconditionné des volets bois battants. Et j'ai noté aussi sur ce thème que les anglo-saxons n'ont pas besoin de volets extérieurs. Ils n'utilisent pas de volets extérieurs. Donc, ils sont tout à fait dans la frugalité, n'est-ce pas? Et les pays méditerranéens ont préféré les baraudages aux fenêtres pour profiter de la ventilation nocturne en toute sécurité. Et donc, je dis ça parce que c'est très important dans la démarche de l'innovation frugale de respecter les populations et de respecter les territoires. Et ça, je crois que nous devons apprendre aussi à le faire. Voilà. Et quand on fait des normes qui sont des normes européennes ou qui sont des normes françaises et qui ne conviennent forcément pas à un bâtiment qui est construit à Lille et un bâtiment qui sera construit à Perpignan de la même façon. Donc, c'est là où je dis il faut faire très attention. Bon,
le danger de l'innovation frugale serait de faire des constructions low cost pour les populations les plus pauvres. Et ça vous l'avez tous dit, c'est le danger vers lequel il ne faut pas aller, quoi. Voilà. Et je crois beaucoup personnellement à un mix d'innovation environnementale et sociale, avec tout ce que vous avez évoqué, et notamment les éco- et biomatériaux, et aussi sur l'approche globale, avec l'exploitation, comme l'a dit François, parce que je pense que la principale source d'innovation frugale, justement, elle est dans cette approche globale qui permet de faire des économies et de viser au plus juste, quoi. Je crois que c'est très intéressant. Bon, l'innovation frugale ne doit pas être une valeur ajoutée, mais créer une nouvelle valeur. Et ça vous m'avez inspiré de dire ça, parce que pour moi, ça peut quand même être une rupture. On ne va pas faire une valeur ajoutée à ce qui existe déjà. On va devoir créer une nouvelle valeur et de nouvelles valeurs. Voilà. Et en cela, je pense que l'économie circulaire et le réemploi en particulier, vous en avez parlé, ont un rôle très, très important à jouer dans la promotion de l'innovation frugale. Voilà. Donc, vous l'avez tous dit aussi, pour innover, il faut non seulement ne pas avoir peur du changement, mais il faut prendre des risques et reconnaître, comme l'a dit notamment Laurent, qu'il faut avancer step by step et reconnaître les évolutions, même si elles sont lentes et faibles. Voilà. Et donc, voilà, bravo aussi à Leslie pour tout ce qu'elle ose entreprendre. Et je crois que c'est aussi important, et ça a été dit par un auditeur. Voilà, en tout cas, je vous félicite encore une fois et je vous remercie pour ce. Et merci aussi à Adoc, donc, qui participe à l'animation, donc à Eric. Voilà. Merci beaucoup Alain. Le lien, oui, je vois Jean-Christophe qui applaudit. Bah oui, on peut pas tous applaudir et entendre des applaudissements comme on a d'habitude quand on est tous ensemble. Bah, c'est les frustrations du webinaire. Qu'est-ce que vous voulez? Je rappelle du coup le lien vers le site d'Envirobat vient d'être mis dans le chat. N'hésitez pas donc à aller visiter. Envirobat peut être apporteur. Vous avez Ilona qui apparaît également à l'écran, que certains connaissent peut-être également. Ilona Pior, directrice d'Envirobat, qui est une structure qui peut apporter beaucoup de ressources aussi auprès des entreprises qui s'interrogent sur tous ces sujets. Je rappelle aussi donc les rendez-vous d'affaires le 26 novembre. Allez vous inscrire, vous retrouvez ça dans le lien d'invitation, enfin dans le mail d'invitation que vous avez reçu et très probablement sur les sites internet d'Envirobat et d'Adoc, n'est-ce pas très bien, parfait. Et également, merci Alain pour cette conclusion. Je me suis demandé si vous étiez en train de lire les post-it qui arrivaient parce que vous êtes complètement en phase avec ce qu'il y avait à l'intérieur qui parlait aussi justement de réemploi, de bioclimatisme, de réfléchir à… Moi, j'ai vu la question des circuits courts, de la place des entreprises aussi, de travailler ensemble, d'aller ensemble dans cette même direction. Et j'ai vu un post-it aussi qui était d'abord sur la question des lieux d'expérimentation qui s'est transformé en lieu de rassemblement. Donc, on sent vraiment ce truc de se dire il faut en fait comme là, mais peut-être plus largement, qu'on se retrouve entre gens. On est nombreux finalement à être convaincus que ces sujets-là ils sont importants. On se sent peut-être un peu seul quand on est dans nos métiers, chacun respectivement, mais en vérité, ces lieux-là qui permettent de se rencontrer, que ce soit physiquement, on l'espère un jour, ou virtuellement. Je pense que c'est d'une grande aide pour les gens qui ont envie d'avancer dans ce sens-là. Merci beaucoup à tous. Encore, merci on va faire. Merci à tous. Et je me permets, est-ce que je peux me permettre en votre nom à tous de remercier aussi chaudement tous les gens qui nous ont écoutés et posé des questions hyper pertinentes aussi tout au long de ces interventions. Voilà, donc je pense que en langage des signes, en fait, l'applaudissement, c'est ça. Donc je vous propose que pour conclure, on puisse faire
bravo à tout le monde qui était là, bravo à vous et bravo, voilà, si je font les marionnettes. Et je pourrais dire que j'ai réussi à vous faire faire un siphon font les marionnettes, voilà. Merci beaucoup à tous qui nous ont écoutés et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà. Au revoir.